Le podcast Entre deux chaises de métal vous est présenté par Table Rustique. Table Rustique, une compagnie québécoise qui vous fait des meubles fabriqués à la main en bois. Tablerustique.ca, Table Rustique sur Facebook, allez les voir pour les encourager. Et par Gourou, la boisson énergisante biologique québécoise depuis 1999. Bon podcast. Master. Yeah. Bonjour, l'édition du 17 septembre 2022 du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte animé par l'Encyclopédie de la lutte. Moi-même, TJ Holiday. And now, can you dig that, Marco? I can dig that, TJ! Ouais. Bonjour. Bonjour! Comment vas-tu en cette belle fin de semaine? Ah, écoute, ça va. Je prendrais bien un petit 8 heures de plus de sommeil. Ceux qui sont sur audio, désolé. Ouais, mais ça va bien excité. Grosse fin de semaine. Tu sais, on a de la job, là, le documentaire à tourner. On a un podcast live. On a bien des affaires en fin de semaine. Si tu veux en parler, je te laisse le floor, là, parce que j'ai... Bon, c'est correct, tu peux aller. Ah, vas-y, je te laisse parler. Je te taquine, bien sûr, voyons donc. Ben oui, comme tu viens de dire, ben, on est occupé en fin de semaine, mais surtout dimanche. Dimanche, on a deux événements, dans le fond. Oui. La séance de dédicace de Billy D, a.k.a. Axe Demolition ou bien Masked Superstar, va être au Firehouse de Firestorm avec la LWA, Live Wrestling Auctions. Fait qu'on va être là toute la journée. On va être avec Billy D. On va y jaser. On va voir ici les agrafes. On va voir en fond, des encans en direct. Un encan en direct avec Bill lui-même qui va être là. Puis évidemment, in person aussi, il va y avoir beaucoup de monde qui vont être là. Des fans du podcast aussi, je sais, qui vont être là. Ah ouais? On va pouvoir vous voir. Oui. Fait que on va pouvoir vous voir, vous serrer la main. Puis vous dire bonjour. Puis parler à Bill en même temps que vous autres. Puis peut-être une couple d'affaires, peut-être, on ne sait jamais. Dans une affaire que je ne pensais pas faire cette année, c'est manger peut-être manger une bouchée avec Axe de Demolition. Je ne pensais pas que ça allait arriver. Puis sinon, pour ceux qui s'inquiétaient de la température parce qu'il annonce 90% de pluie dimanche, sachez que le Firehouse est prêt à vous accueillir en dedans. J'ai tout vu ça, le beau petit setup. Puis on est prêt pour dimanche. Parfait. Ouais. N'ayez pas peur, déplacez-vous en grand nombre. Mais c'est pas tout. Non. Après ça, on se dirige à l'entêté de Mirabel pour Simmania 1. Et pas juste pour le spectacle Simmania 1. Aussi, bien sûr, pour un podcast live qu'on va faire. Chouchou! Oui. Hein? Okay. Évidemment, avec plusieurs personnes, dont Billy D, justement, qui va être là. Monsieur Blondin aussi, puis d'autres surprises qu'on nommera pas. Parce qu'on va garder un peu de surprise pour le podcast, pour savoir tout de suite qui va être dedans. Les surprises, c'est le fun des fois de se faire surprendre. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Fait que manquez pas ça. Venez voir le spectacle de Simmania. Il reste encore des billets disponibles, je pense, Marco. Ouais, il reste des billets. Pas beaucoup, mais il reste. Ouais, c'est ça. Il reste pas des billets VIP, il reste pas des billets première rangée, mais tu sais, je veux dire, c'est comme une érablière, un petit bar aussi en même temps. Fait que c'est tout, comment je pourrais dire ça, compacté. On voit bien de partout. Il va y avoir une petite bière spéciale qu'ils vont donner aussi, qu'ils vont vendre pour le show. Avec le beau dessin de Axe dessus, qui va être intéressant à belle pièce de collection pour ceux qui veulent se le procurer. Ouais. Fait que, c'est excellent. Ouais, vas-y. Ben non, j'étais pour finir, vas-y. J'allais dire, il y a le livre aussi qui va sortir. C'est les premières dédicaces du livre de Blondin écrit en duo avec Bertrand Hébert. Voyons, je cherchais mes mots. Qui va être sur place aussi. Fait que manquez pas ça en fin de semaine. Fait que le Firehouse, puis après ça, l'entêté. Fait que manquez pas ça ce dimanche. Pour une fois que l'entêté, c'est pas tout. Le gars qui parle. Puis évidemment, on est disponible sur Facebook, Instagram et bien sûr TikTok, c'est des sensations web. Ça fait longtemps. Ouais, mais là,
Bien des affaires que ça fait longtemps. Twitch, ça fait pas longtemps qu'on l'a pas fait. Ouais, mais là, je Ça s'en te vient. dis, on est back on track. La semaine OK. prochaine, je suis sur la route, mais vu que je suis sur la route, je vais travailler sur des petites affaires qu'on va remodeler ce beau podcast-là comme ça, hein? Yeah. Ben, comme. Bravo! Ben, Là, là, il y a- il est encore debout. Ma lampe est encore debout. Parfait. Puis au mois d'octobre, il y a une petite nouvelle qui s'en vient, un nouveau projet qui est un peu parallèle au podcast. On vous en parle très bientôt pour le mois de l'Halloween. Bon, on fait peur. T'as peur? Fait que c'est ça. Fait qu'évidemment aussi, le MyGM, hein, Marco? Ouais. MyGM, le lundi sur YouTube, pardon. Manquez pas ça. On est dans le dernier doigt ou presque, la semaine 40 sur 50. Là. Donc, On dit à l'oreille qu'il faut enregistrer quelques épisodes, c'est ça? Faudrait finir, je pense. OK. Ça va être tough, mais il faudrait finir. On va voir. Tu mets ça sur YouTube tous les lundis soirs à 7 h. Mais sans plus tarder. Oh! Attention, toi avec, hein? Tu penses comique? Fait que c'est ça, on est prêt pour la biographie d'un certain King Booker. Robert de son prénom. Robert Booker? Mais c'est pas Robert Bocca, c'est Robert Hoffman, dans le fond. Mais c'est Bob. ça, Robert. Hein? Bob Hoffman. Bob Hoffman. Ouais. Bob Hoffman de son vrai nom. Que, tu sais, Booker T, son nom d'auteur vient pas très loin parce que Booker, c'est comme ça que sa famille et ses amis l'appelaient quand il était jeune. Donc, c'était son surnom Booker qui est devenu par la suite son nom de lutteur avec un T. Un T qu'il faudra qu'il se batte pour le garder dans sa carrière, évidemment. Pas un T muet. Non. Et Booker T ne l'a pas eu facile quand il était jeune, mon cher TJ. A déménagé jeune dans sa jeune vie à Houston, au Texas, dans un coin qui n'est pas nécessairement Jojo. Et il a perdu aussi ses parents très, très jeunes. Donc, son père et sa mère sont décédés. Et il était le plus jeune de 8 enfants. Donc, ça ne chômait pas dans la famille Hoffman. Ça y allait par là. Mais perdre ses parents à un tout jeune âge, ça fait que tu dois te débrouiller toute seule et la vie, t'as pas encore outillé pour te débrouiller toute seule quand tu es un jeune garçon de à peine 13 ans. Donc, ce qui est arrivé, c'est que la famille, les frères et les sœurs de Booker T, ben, ont tenté de s'élever toute seule. Ça n'a pas été vraiment fructueux parce qu'ils ont eu des problèmes avec la justice par la suite, dans le sens que pour payer les billes, puis qu'est-ce qu'il y avait à manger, s'il voulait manger, puis s'il voulait vivre, tout simplement. Ben, Booker T et son frère, j'ai son prénom ici, 2 secondes. Stevie Ray? Non, c'était pas Stevie Ray, c'était Lash. Lash! Son frère Hoffman. Lash, ce qu'il faisait, c'est qu'il cambriolait des restaurants. Puis ils volaient de la bouffe, ils volaient la petite caisse. Fait qu'ils ont fait ça pendant plusieurs semaines et mois avant de se faire pogner. Puis Booker T a fait de la prison. Et non, j'ai pas la photo de Booker T en prison. Son mugshot, j'aurais pu aller le chercher, mais non, je l'ai pas fait. Booker T a fait 19 mois de prison. Ça a un peu changé sa mentalité parce que pendant ces 19 mois-là, Booker T, qui était aussi un jeune père, donc il était père très jeune, en plus de perdre ses parents, était père avec une jeune femme qui ne voulait pas son enfant, si j'ai bien compris. Fait que Booker T est obligé d'élever son enfant tout seul, puis en plus, il sortait de prison. Fait que, il a pris sa vie en main, puis il a décidé que ça allait être assez. Fait que s'est trouvé une job, comme n'importe quel adulte devrait faire, devrait travailler pour gagner sa vie. Et c'est à ce moment-là que, pendant qu'il travaillait, Stevie Ray a dit il y a une nouvelle école qui va ouvrir au Texas. On devrait aller faire des try-outs parce qu'on est quand même 2 gros gars athlétiques. C'est Booker T, en plus, vient de passer 19 mois en prison. En prison, à part t'entraîner, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Fait qu'ils sont allés au Texas dans la nouvelle fédération qui avait ouvert. C'est la Western Wrestling Alliance. Est-ce que ça te dit quelque chose, mon cher TJ? Ben, la WWE, oui. Ben, bravo. Hein, tu es capable de dire les premières lettres de chaque. C'est correct. Puis c'était Ivan Potski, ouais, le nouveau promoteur qui était en ville. Donc, évidemment, comme plusieurs personnes, c'était des fans de lutte en grandissant.
Booker T et son frère. Je devrais dire Robert et son frère. Évidemment aussi, en tant que jeune garçon noir, ils l'ont pas eu facile au Texas aussi. Ils ont eu les problèmes raciaux. Il y en a encore aujourd'hui, mais à l'époque, c'était beaucoup plus intense, si on veut. Puis, donc on parlait souvent de Farouk comme le premier champion du monde afro-américain. Ben, dans les Afro-Américains, tu as The Rock, mais tu as aussi Booker T qui va laisser sa marque en tant que, on peut dire, légende de la lutte et légende afro-américaine. Ouais. Je sais pas si tu es d'accord avec ça. Bien sûr, bien sûr. Parfait, parfait. Fait que se sont entraînés pendant 8 semaines à l'école de Putski. Comme ça, dire ça. 8 semaines seulement avant de monter sur l'arène ensemble. Donc, ça n'a pas pris de temps. Mais quoique, tu sais, souvent quand tu as besoin de lutteurs et que tu as des gars avec la bonne grosseur et une habilité moyenne. Ben, juste la shape, d'habitude, c'est assez pour te faire commencer. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Les autres, ils ont lutté. Booker T avait déjà une petite avance à l'époque sur Stevie Ray côté athlétisme. Fait Une avance qu'il a eu toute sa carrière, je pense. Ouais, c'est ça. Il a jamais, en fait, j'allais dire, il n'a jamais regardé en arrière, mais il a regardé souvent en arrière. Ouais. Fait que, salut Stevie! Après ça, les deux frères ont lutté dans les Indies ensemble. Puis j'avais oublié de mentionner que Booker T a commencé à la fédération de Putski avec la gimmick de G.I. Bro. Donc un gars d'armée qui faisait référence à la guerre du Golfe à l'époque. Donc je ne suis pas un historien de la guerre du Golfe ou de la guerre tout court. En fait, je ne suis pas un historien pendant tout. Fait qu'allez allez juste voir si ça vous intéresse. Mais c'était. Puis cette gimmick-là, Fast Forward, 25 ans plus tard, il l'avait repris dans son show de son école de lutte qu'il a maintenant au Texas avec son frère, justement. Ben, pas juste ça, WWC. Oui, il l'a repris aussi à WCW, mais avec je parle que récemment. Ouais. OK. Récemment, quand il a fait son apparition dans le ring, il était habillé à Harlem Heat, puis il était habillé aussi à G.I. Bro, point d'apparition. Okay. Puis son vidéoclip aussi, je pense, avec, tu sais, quand on avait vu... Bad Bunny? C'est-tu Bad Bunny? Quand il tourne en rond, puis que Booker T reste de même? Ouais, c'est ça? Non, la tune de Bad Bunny s'appelle juste Booker T. Ah, c'est ça. Mais il était en G.I. Bro aussi, en armée. OK. Fait que c'est intéressant qu'il y ait des petits flashbacks de ça. Ouais. Ensuite, après avoir été dans les Indies, ils ont rejoint les rangs de la Global Wrestling Federation sous le nom de... Ben, chez leur prénom, c'est Kane et Cole. Là. The Ebony Experience. Ouais, Kane et Cole, c'est ça? Ouais, Kane et Cole. Pas Michael Cole puis Kane, mais c'est Kane et Cole. Non. Ça a été acquis, ça avec. Pas tout a été aussi successful, là, mais quand même. Écoute, ils ont eu beaucoup de succès en équipe. J'ai pas la photo de ça parce que je les ai trouvés, mais ils n'étaient pas de très grande qualité pour YouTube. J'ai des photos pour le reste de sa carrière, mais c'est très, très coloré. C'était un peu comme un mélange de ce qu'allait devenir Harlem Heat, mais à la place d'être des flammes, c'était comme des couleurs très flash. Okay. Donc, ça leur faisait quand même bien. C'est des couleurs afro-américaines, un peu comme la nation, mais plus éclatée, là, si on veut. Ouais. Ils ont été 12 mois à cette fédération-là. Ils ont remporté un an, dans le fond, ils ont remporté les titres 2 fois avant de se faire voler, comme beaucoup de grosses fédérations font. Ils vont chercher dans les territoires les meilleurs lutteurs. Volés par la WCW. Donc, ça serait stupide aussi de refuser avec une jeune fille à élever, un jeune enfant à élever. Booker T perd monoparental, dans le fond. Ouais. Tu vois, à WCW, ben, évidemment, tu as plus d'argent. C'est une plus grosse fédération. Fait que l'argent est plus alléchant. Puis en même temps, tu as plus d'exposure, puis tu as un TV deal. Donc, plus de chances que ta carrière jump, mettons. Les royautés de t-shirt, de bonhomme de lutte, puis tout ça. Exact. Fait que là, on arrive à WCW. Ça a pris quelques temps là, avant de s'installer. Les deux ont resté en équipe. Mais avant qu'ils fassent un repackage, si on veut, ils luttaient dans les shows non télévisés, mais ça a été très rapide. Ils ont repackagé ça, excusez-moi l'expression, en Harlem Heat, le tag team qu'on connaît. Écoute, moi, je pense que je l'ai déjà dit, là, avec les Steiner Brothers.
C'est Harlem Heat et mon peut-être top 5 des tag team of all time. Peut-être top 6 là, au maximum là, parce que ils ont eu beaucoup de succès. Puis c'est des frères. C'est comme un vrai tag team. Ils ont un sentiment d'appartenance aussi. C'est un peu comme la Hart Foundation. On sait qu'il y avait un lien de famille. Ça part de quelque chose. C'est puissant. Hein. Ouais, c'est sûr. Et ils ont été mergés à l'excellente Sherry Martel. On en avait parlé lors de notre biographie sur Sherry Martel, qui était la dernière, je pense, je ne me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est drôle, on a fait Rick Martel, Sherry Martel, puis on fait quelqu'un qui était associé avec Sherry Martel, Booker T. Oui, puis Rick Martel a été associé avec Booker T. On en a parlé aussi dans le bio de Rick Martel quand que Rick est allé à la WCW pour le titre de la télé. On va en parler un petit peu tantôt. Oui, on va en parler un petit peu tantôt. Donc, beaucoup de succès rapidement pour Harlem Heat, le duo en 1993. Attire les yeux. Et est-ce que tu sais c'est qui, mon cher TJ, qui a passé le mot, en fait, pour que la WCW remarque Harlem Heat sur les indépendants, sur le circuit indépendant? C'était pas Dusty Rhodes? Non, c'est un certain Sid Vicious. OK. Qui avait remarqué ce tag team-là, qui avait eu vent de ces deux grands gaillards. Donc, je trouvais ça intéressant. Sid Vicious qui propose du talent à quelqu'un. Il n'a pas l'air d'un gars pas l'air d'un gars qui cherche le talent, mais on ne le connaît pas en même temps. Ben, c'est ça. Peut-être qu'il y avait avec d'autres lutteurs qu'on ne sait pas non plus. Exactement. Donc, Harlem Heat, écoute, sur les règnes de Sherry Martel, on l'avait dit lors de la bio de Sherry, ont remporté 7 fois les championnats par équipe avec Sherry Martel à leur côté. Donc, tout un accomplissement pour le duo. Et ils ont eu des guerres assez exceptionnelles dans la division par équipe, entre autres contre mon préféré Lex Luger et son ami Sting. Des très, très bons matchs, une très grosse rivalité contre les Steiner Brothers. Et il y a eu, évidemment, d'autres tag teams d'excellentes. Road Warriors, les Nasty Boys, Public Enemy aussi. Outsiders qui a été... Tu as dit Nasty Boys, hein? J'ai dit Nasty Boys, oui. OK, parfait. Une des grosses rivalités. Public Enemy, je me souvenais pas. J'ai vu ça dans un documentaire, là, mais écoute, en même temps, je ne suis pas un plus grand fan de Public Enemy, on s'entend. C'est pas mon style vraiment, mais... Puis, Puis Harlem Heat a fait leur début le 19 septembre 1993 dans un match War Game où il était dans le team de Colonel Parker que tu as parlé lors du dernier Retro Review. Ouais. Donc, tu vois que tout est associé et, mesdames, messieurs, c'est pas voulu, je vous le promets. C'est notre mois WCW. Ouais, c'est ça. Fait que Team Colonel Parker, puis il se battait contre Sting, Davey Boy Smith et Dustin Rhodes. Un match, évidemment, que Colonel Parker et son équipe ont perdu. Dusty, c'était dedans, non? Oui, c'est ça que j'ai dit. Dustin Rhodes. Dustin et Dusty, les deux étaient dedans. Oui, les deux Rhodes. OK, ça. Ouais, parce que mélangeant Dustin, là, gars. Les Rhodes. Les Rhodes étaient là. Ouais. Puis, évidemment, les Rhodes, Sting et Davey Boy Smith ont remporté le match. Mais ce qui est impressionnant dans ça, c'est que ceux qui sont sortis le plus over de ce match-là est Booker T et Stevie Ray. Évidemment, quand tu te bats contre Sting, Davey Boy Smith et les Rhodes, il y a des bonnes chances qu'ils te fassent paraître. Là. Si tu fais bien ta job, devrait bien aller. Fait que je trouvais ça quand même impressionnant. Puis après ça, ils ont eu une rivalité. Harlem Heat, pas longtemps après, contre le Colonel Parker et un tag team, Dick Slater et Bunkhouse Buck, que tu as parlé aussi lors du dernier Retro Review. Ah, t'es qu'un rap, Bunkhouse Buck. Ouais, c'est vrai que c'est le fun à dire, Bunkhouse Buck. Je le trouvais cool, moi, Bunkhouse Buck. Ouais, j'ai pas checké assez d'affaires, mais il faudrait peut-être que je regarde. Peut-être que je vais devenir un fan puis je vais m'acheter un t-shirt. Y a-tu des t-shirts de Bunkhouse Buck? C'est ça, pas. Tu peux t'en faire fabriquer un, ça existe, tout le monde qui font ça. Évidemment, ça existe. Et Harlem Heat, après leur troisième règne, en 1997, non, excusez, je me suis trompé. Le troisième règne était aux dépens de Bunkhouse Buck et de Slater. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'après leur septième règne, en 1997, Harlem Heat décide de se séparer de Sherry Martel et vont ajouter dans leur rang Jacqueline, que vous connaissez peut-être plus de la WWF.
Mais tu sais pourquoi qu'ils l'ont enlevé avec Sherry Martel en storyline, en kayfabe? On en avait parlé dans le bio de... Ouais, à cause justement que Robert Parker et Sherry étaient mariés, puis ils faisaient tous leurs matchs, puis les finishes, fait qu'ils sont écœurés, puis on dit on veut plus de toi, puis on veut plus de toi non plus. Fait que le colonel, c'est ça. Le colonel prenait trop de place. Il a été remplacé par Jacqueline, mais ça n'a pas fait long feu. Ils n'ont pas resté longtemps avec Jacqueline parce que, premièrement, Stevie Ray s'est blessé, donc il a manqué 5 mois. Et Jacqueline partait pour la WWF à cette époque-là. Donc, avec Marc Mero. Le Mercuriel, un de nos préférés, Johnny B. Bad. Johnny B. Bad avec le gun à confetti. Les effets spéciaux de feu, mesdames et messieurs. Juste un petit instant. Okay. China l'a copié, dans le fond, Johnny B. Bad. Il y a bien du monde qui l'ont copié par après. Là, je parle pour l'affaire de gun. Ouais, on peut dire ça de même. OK, parfait. Ou peut-être que c'est Mark Mero backstage qui disait hey, je faisais ça en Johnny B. Bad, tu devrais faire ça. Peut-être, mais il me semble qu'il était plus là en 2000-2001 quand elle le faisait. Là. Il n'était pas en boxeur en 2001? 2000? Mais non, il était parti depuis un petit bout. Là. Ah, ça se peut. T'es sûr? Ouais, je pense qu'il finit vers fin 99, il me semble que je ne me trompe pas. En même temps que Sable, dans le fond. Ouais. Bref. Ouais. On était rendu où, là? Ah oui, ok, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est un bon timing pour pusher le meilleur des deux All East, Booker T, qui a maintenant le spotlight sur lui. Et ça ne prendra pas grand temps avant que le spotlight soit pris par Booker T, parce que lors de son premier title match, TV title, il va battre nul autre que Disco Inferno à Nitro pour devenir le champion de la télévision. Donc, Booker T qui passe d'un excellent tag team à une star in the making. Oui, tu voulais faire un... Je fais Disco. Au tabarouette. OK. Fatigué, voilà. Et à la suite de sa victoire contre Disco Inferno, il y aura deux rivalités quand même assez, pas longues, mais deux bonnes rivalités contre Perry Saturn. Et pour ceux qui disent « Ah, Perry Saturn est un très, très bon lutteur. Perry Saturn, c'est pas juste Moppy. Il a fait autre chose dans sa carrière avec les Radicals, puis avant ça, avec toute la gang de Guerrero. La Flock. Guerrero, Benoît et compagnie. Et contre notre cher Québécois, Rick Martel, dont on avait parlé dans la bio de Rick Martel. Donc, Rick Martel et Booker T, qui s'avaient échangé le titre télé, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Oui, en effet. Ouais, c'est ça. C'était un three-way feud avec Saturn. Dans le fond, ce qui arrivait, c'est que Saturn puis la Flock qui attaquaient tout le temps Booker T, fait que Martel, il venait l'aider, puis il disait je viens t'aider. Il arrivait des combats de championnat, il disait à l'arbitre non, il a triché l'autre. C'était comme un peu un genre de stooge gentil, si on veut, Martel avec Booker T. Ouais. Il m'en a un title shot en retour, puis ça a fait que Saturn a fait un triple threat, puis tout le kit. Mais malheureusement, Martel s'est blessé pas longtemps après ça, puis c'est ça. Ouais. Ça a mis fin à sa carrière avec sa blessure au dos. Il avait essayé un retour au Mexique après, si ma mémoire est bonne, et ça a terminé comme ça pour M. Rick Martel. Mais il avait arrêté après sa blessure à WCW. Il a voulu faire un match à WCW contre Stevie Ray, justement. Puis il s'est blessé dans ce combat-là, puis après ça, il décapote. Ouais. Fait que dommage, mais c'est un drôle d'addon que ce soit les deux contre Harlem Heat, les deux frères. Et là, on se dirige vers 98, et ça, c'est... en faisant mes recherches, on dirait que des fois, tu oublies. Puis là, quand tu revois quelque chose, tu fais comme « Oh shit, je me souviens de ça comme c'était hier. » Et c'est la fameuse série de 7 matchs contre Chris Benoit à la WCW. Évidemment, on sait tous que Chris Benoit était un excellent lutteur en dehors de tout ce qui s'est passé. Il n'y a personne qui va jamais douter de ça. Mais 7 matchs intenses et moi, je pense que et moi et plusieurs autres observateurs, que c'est ça qui a fait Booker T en single star, c'est cette série de 7 matchs-là. Parce que oui, il y a eu des bons matchs avant, mais là, 7 matchs de qualité contre un lutteur pur, dans le fond, technique. Moi, je m'en souviens de ça. J'imagine. Alors, on commence tranquillement d'arriver dans ces affaires que je me souviens beaucoup plus que ce que tu tantôt. Mais oui, c'est ça. Mais là, on commence, là. On était. Ça, c'est plus dans le temps quand on switchait de poste de temps en temps, puis que Nitro était présenté à RDS dans ce temps-là. Fait que là, on pouvait voir les shows beaucoup plus facilement que quand c'était présenté à TNT.
Ouais, mais souvent, ce qui arrivait, c'est qu'il y avait, mettons, le lundi, il y avait Raw. Ouais. Souvent, après, ils mettaient Nitro, mais évidemment, il était tard. Après Raw, il était à 11h. Ouais, un bête d'école. Ouais. Mais le lendemain, dans l'après-midi, en d'école, c'est ça qui jouait Nitro puis Attitude, puis Raw. C'est vrai, à genre 3 heures, hein, quelque chose comme ça. Hein? Je pense que c'était Nitro, genre à 4 heures. C'était Raw à 4 heures, puis à 5 heures, c'était WCW Nitro, je pense. Ouais. Puis le samedi, on l'avait en français avec justement Blondin, le tourneur, en parlant des loups de demain. Puis tard. Tard, ben oui, tard. Puis il n'y avait pas tard. Hein? Okay. Non, mais oui, un peu tard. Vas-y. Et 7 excellents matchs que Booker T va sortir vainqueur de cette série de matchs-là. Fait en plus d'avoir tenu le coup contre un gars stiff, puis Booker T ne donnait pas sa place aussi. Dans le temps de Harlem Heat, il était stiff aussi. Là. Oh, ouais, en effet. Mais après avoir survécu à Benoît, en plus, il gagne le match. Et à ce moment-là, tout le monde en compagnie pense que Booker T va être le prochain champion du monde ou en liste pour devenir un champion du monde. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer, brother. Parce que Hollywood Hogan est en place. Hollywood Hogan a encore la politique backstage. Et évidemment, il y a la NWO. Donc les Hall, Nash, Hogan, Savage qui sont là. Hall n'a jamais vraiment été dans le title picture. C'est plus Nash. Un peu, mais c'est plus Nash Hogan. Je trouve qu'il tirait de la serviette pour avoir la ceinture. Là. Évidemment, Hogan, on le connaît. Là, je veux dire, pas personnellement, mais on sait comment on sait de quoi il est fait, le brother. Fait que ça, c'était un peu un coup dur pour Booker T, mais Booker T en a vu d'autres. En partant quand tu as passé 19 mois en prison et tu es rendu là dans ta vie, je pense que tu peux passer à autre chose quand tu te dis ouais, j'aurais pas de World Title Shot tout de suite. Je pense que c'est pas la pire affaire qui peut t'arriver. Il connaît toutes les pauses de toutes faites. Il les a toutes faites. Évidemment, après, il n'est pas à plaindre parce qu'il a pu regagner la ceinture télé. Et il a pu avoir des matchs classiques contre un de tes préférés, entre autres Bret de Hitman Hart. D'excellents matchs que je me souviens. Et j'aime la photo qu'on voit sur YouTube en blanc de Booker T. Je l'avais en bonhomme, ce bonhomme-là. Je pense que tu l'as, toi, hein, maintenant? Moi, je l'ai encore, je l'ai. Tu l'as, ce bonhomme-là, hein? Ouais. J'aurais pu le mettre. On continue à parler. Vas-y. T'aurais dû le mettre. Il est à côté de moi. Prends-les. Je vais continuer à parler au public. Je vais continuer à parler au public. Donc, Booker T retourne dans la mid-card qui n'est pas nécessairement... il retourne dans la mid-card. Reste dans la mid-card parce qu'il n'est jamais vraiment monté au sommet. Mais il va demeurer dans la mid-card et continuer à prouver que c'est un des meilleurs lutteurs de la WCW. Oh, wow, il était écœurant. Un des plus constants, un des plus talentueux, mais aussi un des plus charismatiques. Donc, Booker T a le total package pour ne pas faire de jeu de mots et pour ne pas le nommer comme Lex Luger. L'excellent. Ouais, c'est ça. Lui, il n'avait pas le total package, en tout cas. Yes, puis, c'est ça. Fait que des rivalités contre Bret Hart et contre Rick Steiner. D'ailleurs, c'est Rick Steiner qui va battre Booker T pour devenir le champion télé un peu plus tard. Oui. Donc, pendant ce temps-là, son frère, très talentueux, il a continué son petit bout de chemin et il a fait comme à peu près le 3/4 du roster. Il s'est joint à la NWO avec son super suit style Harlem Heat, mais NWO. Il était quand même cool, là, son suit. Là. Ah oui. Donc, vas-y, tu peux le dire, vas-y. Non, vas-y, je te le laisse. Le petit slapjack. Le petit slapjack, Dave. Le petit morceau de ceinture, là. Dave était fatiguant que ça à l'école. Là. Ouais, il donnait des coups, puis il utilisait ça dans les matchs qu'on faisait aussi dans le temps. Ça faisait mal quand tu frappes pour vrai. Ben oui. Fait que, dans le fond, Booker T, qui s'en allait un peu nulle part à ce moment-là, après, malgré d'excellents matchs, a convaincu Stevie Ray de passer du bon côté et de laisser tomber la NWO pour revenir avec lui, reformer Harlem Heat par la suite. Et 3 autres championnats par équipe suivront avec Harlem Heat pendant ce court règne-là. C'était pas les plus glorieux comparativement aux 7 autres, mais c'est quand même des titres qui ont
qu'ils ont eu 3 fois par la suite. Et leur premier titre à leur retour en équipe, ils ont battu Harold Wild, Bam Bam Bigelow et Chris Kanyon. Ouais, le New Jersey Triad avec DDP. Tu sais, j'aime les deux, mais on dirait que quand je les nomme en équipe de même, on dirait que ça ne fait pas. Là. Bigelow puis Chris Kanyon. Ils viennent de la même place. Ils viennent de où? New Jersey. Ah oui, c'est vrai, tu viens de le dire. New Jersey Triad, oui. Ça, c'est où? Ça, c'est à Détroit, Michigan. OK, parfait. Motor City. Fait que 10 fois champion par équipe, et là, tu en parlais tantôt, pour redorer un peu l'image ou pour peut-être améliorer la formule Harlem Heat qui dure depuis déjà des années. Ils vont amener une nouvelle manager qui va leur aider à gagner des matchs. Et on a nommé Midnight. Ah, là, tu as fermé ta lumière. Quel concept écœurant. Donc, Midnight qui s'amène pour aider à gagner Booker T. Pas toujours à la loyale, Booker T et Stevie Ray. Mais c'était plus Stevie Ray qui trichait. C'était plus Stevie Ray qui trichait. Puis que ce qui est drôle là-dedans, c'est que c'est Stevie Ray qui pognait un air après Booker T, évidemment. Et ce qui devait arriver arriva. Là. Stevie Ray qui est jaloux, puis qui se tourne finalement contre Midnight et contre Booker T. Il n'y a personne qui a eu de peine quand c'est arrivé parce qu'on s'est dit enfin, le boulet va partir. Ouais. Mais j'ai goût de te laisser ce segment-là parce que c'est tellement drôle. Je vais te le laisser. Hein. Après, qu'est-ce qui est arrivé après? Qu'est-ce que Stevie Ray a fait après ça? Ben, il a engagé un avocat. Parce que, mettons, que Booker T, oui, Booker, c'était à lui. Mais la lettre T n'était pas à lui. C'était à qui? C'était un lutteur qui s'appelait Big T, qui était dans une vie antérieure à la WBF en tant que Ahmed Johnson. est arrivé à la WCW faire équipe avec Stevie Ray, faire Harlem Heat 2000. Puis évidemment, pour feuder contre Booker T et Midnight aussi, évidemment, qui était là dans le coin de Booker T. Puis l'avocat de M. Stevie Ray de Harlem Heat 2000, c'était Jay Biggs, aussi connu sur la vie antérieure de WBF, sur le nom de Clarence Mason. Évidemment, il se chamoyait sur d'abord la lettre T, pour avoir l'exclusivité d'une simple lettre de l'alphabet. Fait qu'ils ont fait un match. Le pay-per-view m'échappe, là. Non, je ne l'ai même pas regardé parce que maintenant que j'ai passé vite à ce détail-là. Peut-être. Ouais, tu veux-tu que j'aille voir? S'il te plaît, oui. OK. Il y avait un match entre, évidemment, Booker T et Big T pour savoir qui était pas le droit d'avoir la lettre T dans son nom. Et c'est Big T qui a gagné. Je pense qu'il y avait eu de l'aide, évidemment, de Stevie Ray et de Slapjack, je pense. Puis il a gagné. Fait que Booker T, il fallait juste qu'il s'appelle, il s'appelle plus Booker T, juste Booker. Fait que c'est ça pour l'histoire de Big T. Et puis éventuellement, évidemment, on sait qu'il a prouvé sa lettre T, là, parce que Ahmed Johnson à la WCW, c'est quoi? C'est 2 ans après qu'il soit. Non, un petit peu moins que 2 ans, là, 1 an et demi peut-être avant qu'il soit à WCW. Il avait pris beaucoup de poids, puis il n'était pas tippy-top shape comme il était à WWF dans le temps. Avant, c'était une machine. Là. En 96, 95, il était buildé comme un dieu grec. Ouais, là, il était buildé comme quelqu'un qui mangeait yogourt grec. Pas pareil. Fait que, il n'était pas en shape tant que ça. Fait qu'évidemment, il n'a pas fait long fait de WCW. Mais il a quand même duré peut-être un bon 3-4 mois. Là. Mais en général, non, il n'a pas été fait long feu. Fait que as-tu l'information pour nous, Marco? Non, j'ai pas l'information. Je checkais dans tu peux pas marquer Big T contre Booker T, puis ça va pas bien plus vieux qui sont battus contre? OK. Sinon, comment ça vous autres? Ceux qui regardent le podcast, n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Non, pas Twitter. Puis suivez-nous partout. Puis évidemment, abonnez-vous sur YouTube. Oui. Très important. On aimerait ça atteindre le 300 abonnés pour la fin avant la fin de l'année. Ouais. Il n'a pas. Fait que tu checkeras. Mais moi, je ne l'ai pas dans mes notes. C'est pas grave. On s'en fout un peu de toute façon. Ben non, là, à ça qu'on l'ait rendu deep de même, moi, je m'en fous plus. Je veux savoir c'est quoi. Là. OK, ben, te revoir. Continue. Parfait. Fait que ensuite, Booker T, après cette excellente rivalité, s'ensuit qu'il va reprendre son personnage de G.I. Bro et se joindre à la stable, la New Blood. Une stable qui est créée pour
des jeunes talents pour combattre les vieux riches de cette fédération, les vieux de la vieille, ceux qui contrôlent la politique. Ils donnent pas leur spotlight. Et voilà. Dans un truc complètement inutile. Mais, coudonc, ça s'est fait pareil parce que là, je pense qu'on voulait... qui bouquait, hein? Vince Russo bouquait, puis on voulait reprendre peut-être la petite étincelle de la NWO dans le temps, mais là, c'était du passé pas mal. Là. Je pense qu'il fallait passer à autre chose et trouver des nouvelles idées, chose que la WCW n'a pas réussi à faire. Hein. Mm-hmm. Mais à Bash of the Beach 2000, Hogan, et là, je veux que toi, tu me parles de cette affaire-là pendant que tu trouves. Oui, c'est ça que je trouve, oui. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé, une storyline avec Hogan qui drop la ceinture dans un genre de shoot scénario, c'est ça? Oui, I got it. J'ai trouvé la réponse. Vas-y donc, avant qu'on continue, vas-y donc. À Super Brawl 10. Wow! Puis il y avait eu un match après ça, Uncensored 2000, avec Booker T. Ouais, Booker T et Kidman. Oh, nice! Qui ont battu, évidemment, Stevie Ray et Big T à Uncensored 2000. Fait que, ouais, voici l'information qu'on cherchait. On l'a trouvé finalement. Merci beaucoup d'avoir été patient. J'ai pas vu le match, mais j'ai l'impression que Kidman il a renversé un powerbomb en bulldog. C'est sûr. Mais quoi que ça, Stevie Ray, c'est pas évident, hein? Ouais, mais je pense qu'il l'a fait pareil. Moi, je pense plus qu'il a mangé à voler puis il a été Booker T pour le tag, c'est ça. Ça se peut. Je pense que c'est ça. Pour revenir à Bash of the Beach 2000, Hogan qui drop la ceinture dans un shoot scénario. Peux-tu me parler de ce storyline-là? C'était pas clair, ça, hein, cette affaire-là? Ben, dans le fond, c'est qu'il y avait, évidemment, Hogan était backstage, il avait son creative control, évidemment. Ouais. Puis il voulait pas dropper la belt, mais dans le fond, c'était comme une histoire avec Vince Russo et Hogan. C'était un faux shoot là, pour kayfabe, dans le fond, pour la storyline. Puis il fallait qu'il dise à Hogan là, que c'était un trou de cul, puis qu'il avait sa carte creative control, puis tout. Tu sais, puis Hogan était au courant, puis tout. Sauf qu'il y a une affaire que Vince Russo a rajouté par la suite qu'il n'avait pas dit à Hogan, c'est qu'il avait appelé un big bald son of a bitch. Puis évidemment, Hogan, ses cheveux, évidemment, on sait qu'est-ce qui arrive avec ça. Fait qu'il n'avait pas aimé ça. Puis il a walk-out, pour vrai, du pay-per-view. Puis même, il a même poursuivi son Vince Russo par après. Là. Je ne sais pas si ça a fini avec... ouais, parce que c'est diffamation, dans le fond. Là. Rire de lui, en tout cas, pour ça. Puis, fait que c'est ça, dans le fond, il y avait Jeff Jarrett contre Hogan dans le match. Puis évidemment, Jarrett est arrivé au début du match, puis il a fait... il s'est mis à terre pour Hogan. Hogan a juste mis son pied dessus. Puis il a fait une shoot promo sur Rousseau en disant que c'est à cause de lui que la business est dans la marde, que WWE est dans la marde pour l'instant. Puis tout. Puis il est parti, il a walk-out. Puis plus tard dans la soirée, ils ont fait un match, un vrai match, pour le titre de WWE que Jarrett venait de gagner. Puis il avait pris Vince Russo, il avait, dans sa promo contre Hulk Hogan, il avait parlé, il avait dit comme quoi qu'il y a beaucoup de monde backstage qui mérite leur chance. Puis tout. Puis même que le gars qui va affronter Jarrett, lui aussi, il mérite sa chance, puis c'est son temps. Puis c'était Booker T. Fait que, à la fin du pay-per-view, il a gagné la ceinture de WWE pour la première fois. Puis disons que c'était un changement de garde intéressant à l'époque. Puis c'était pleinement mérité. Oui, de longues années à travailler, de longues années à faire les meilleurs matchs. Vas-y, tu voulais rajouter? Puis toi, je vais avoir un petit tangent un peu. Là. Ouais. Toi, quand le monde dit, mettons, qu'un lutteur mérite d'être champion, es-tu d'accord avec ça, toi, ou tu trouves qu'il n'y a pas de mérite qu'il y a vu que c'est pas, c'est arrangé, pas tant que ça? Là? Ben, moi, je pense que si tu es un lutteur et que tu fais les meilleurs matchs semaine après semaine, soir après soir sur la carte, je pense qu'il faut que tu sois dans la conversation. Si en plus tu fais vendre des tickets parce que tu es pas nécessairement un poster boy, parce que ça serait trop facile de nommer les grosses stars et les mettre là, mais si tu es un bon mid-card puis que le monde sont contents de venir au show, ou ben même tu es dans un house show puis tu es la seule grosse vedette, mais tu es un mid-card puis que le monde est rempli l'aréna. Moi, je pense que si ton éthique de travail puis que tu fais pas chier le monde backstage puis que tu travailles fort, même si t'es pas le meilleur, je pense que oui, tu mérites d'avoir une ceinture éventuellement. Écoute, il y a beaucoup de gars pour. Là, à Star, il y a beaucoup de ceintures, mais avant c'était plus difficile peut-être de déterminer qui allait être le chosen one pour pas nommer Jeff Jarrett dans ce truc-là. C'est la chanson. Mais oui, moi je pense que ça va au mérite du lutteur qui se donne, puis que je trouve que c'est un. Comment je pourrais dire ça? Faut que tu sois bon dans le ring, mais il faut que tu sois aussi bon à l'extérieur, je pense. OK.
Je vais donner un exemple que je vois souvent, c'est Monsieur Perfect. Là. Évidemment, il y a beaucoup de monde quand ils font leur top n'importe quoi, de ceux qui n'ont jamais gagné la World Title de WWE ou de WCW qui l'auraient mérité. C'est toujours un des premiers qui se fait nommer. Mais en même temps, c'est pas parce que quelqu'un le mérite automatiquement qu'il peut avoir la ceinture. Là. Oui, M. Perfect est excellent, il était très bon dans le ring, il était bon dans les promos, mais si ça ne fait pas de le mettre champion, mais il n'est pas juste champion parce qu'il le mérite, là, parce qu'il y a beaucoup, dans le backstage, il y a beaucoup de monde qui mérite des affaires. C'est pas tout le monde là, qui voit pas ça comme une job. Il y en a qui font vraiment ça parce qu'ils aiment ça, puis ils se démarquent des autres parce qu'ils ont la passion, puis ils ont le cœur de le faire. Si tu veux, c'est pas une affaire de participation non plus, la lutte. C'est vraiment genre, si ça avait du sens, booking-wise, que tu mets champion et que tu es populaire, ok, fine. Mais sinon, si tu mérites pas tant que ça d'avoir des affaires, là. C'est comme ça que je vois ça. Là. Mais, tu sais, je vais sonner un peu vieux jeu, mais, tu sais, il y a des gars, des fois, que je regarde, puis même si je les adore, on dirait que je ne mettrais jamais la grosse trappe autour de l'orteil. Mais je pense qu'il faut que tu looks ça un peu comme un champion. Tu sais, tu représentes la compagnie, tu sais, puis à moins que tu aies vraiment une bonne storyline, exemple Rey Mysterio qui a gagné la ceinture, ça, j'étais d'accord là-dessus, parce que si tu as la bonne storyline avec la bonne peut-être Cinderella Story à la Daniel Bryan, Rey Mysterio, des gars de même, ça fait du sens, mais sinon, il faut qu'un champion ait l'air d'un champion, puis Booker T avait l'air d'un champion, puis en plus faisait les meilleurs matchs sur la carte depuis très, très, très longtemps déjà. Oui, il était dans le upper echelon des lutteurs là, de WWE, c'est sûr certain. Et Booker T, pendant cette année-là, parce qu'il l'a remporté quand même en 2000, et il ne faut pas oublier que la WCW est morte en 2001, a été 4 fois champion du monde pendant cette année-là. Et pour se diriger au dernier Nitro de 2001, le fameux Nitro avec Shane McMahon, Vince McMahon qui achète la WCW. Donc, le dernier match pour la ceinture Big Gold de la WCW opposait Booker T à Scott Steiner. All right! Donc, Scott Steiner, Booker T pour la Big Gold. Et Booker T, c'est là qu'il va faire son trademark et remporter pour une 5e fois le titre WCW, donc 5-time champion. Oui, fait que je me rappelle de ce match-là au dernier Nitro. Évidemment, c'était pas un match, c'était pas un world beater là, parce que c'était un dernier show de Nitro. Mais non, c'était une belle façon de récompenser, si on veut, Booker T. Puis surtout que c'était plus facile pour eux autres parce qu'ils savaient que Booker T l'amènerait à WWE tout de suite après. Tandis que Scott Steiner, c'était pas tout de suite. C'est arrivé par la suite, évidemment, pas trop longtemps après l'Invasion. 2 ans. Là. Ouais, novembre 2002, Survivor Series. C'est 2002? Ouais, ah oui, 2002, ben ouais, à la fin de l'année, ouais, c'est ça. Ouais, en 2003, c'était contre Triple H. Ouais, c'était fun de reviewer une année, celle-là. Mais ouais, ça, fait que, Booker T, c'était un des gars qui savait vraiment qu'il voulait avoir pour la WWE, pardon, par après. Fait que c'était plus facile de faire un switch de même que de n'importe qui d'autre. Fait que c'est pour ça que ça faisait du sens. Puis j'ai trouvé ça cool en même temps, c'est que le fait que tu le mettes champion, ça veut dire que tu as potentiellement quelque chose à faire avec lui. Évidemment, on en a parlé déjà, la Invasion, qu'est-ce qui est arrivé après. Booker T a fait ses débuts au King of the Ring 2001 pour attaquer Stone Cold Steve Austin avec une back suplex pitchée sur la table des commentateurs. Premier move, bless Austin. Avant. Oui, c'est vrai, tu as raison. Ouais. Deuxième move, bless Austin sur la table. Ouais. Et pour ceux qui se demandent, Austin n'a jamais voulu à Booker T parce que Austin a poussé pour que Booker T garde sa place dans la compagnie parce qu'il trouvait que c'était un excellent travailleur. Puis il va worker avec lui pas longtemps après ça, puis j'ai hâte d'en parler. T'as hâte d'en parler. Ben oui, je sais de quoi tu parles. Ah ouais. J'ai fait une joke, ça n'a pas super marché. Non, je sais. Fait que Booker T, c'est lui qui va traîner la belt WCW à la WWE. WWE. Donc, il va un peu garder, si on veut, l'historique, comment je pourrais dire ça? Ben pas le look, la legacy de WCW. Il va la porter sur ses épaules complètement. Et tu voulais parler de Austin qui travaillait avec Booker T. Il y a eu le Survivor Series match aussi, avec l'Alliance contre Team WWF, avec Kurt Angle, avec la traite. Ouais, vas-y.
Un petit peu avant ça, évidemment, en plein milieu de l'Invasion, évidemment, il a feudé avec Austin par après. Mais il a aussi feudé contre The Rock aussi. Ben, c'est ça que j'allais dire, c'est que Booker SummerSlam. T, en fait, un des plus gros matchs de Booker T, selon moi, son plus gros match en arrivant, c'était pas le match de l'Invasion ou quoi que ce soit, c'était le match contre The Rock à SummerSlam. Ouais. C'est là que Booker T a droppé la belt WCW pour la première fois. Oui, à The Rock. Puis évidemment, après ça, The Rock a perdu contre Jericho. Puis, c'était quand même une bonne rivalité. Évidemment, les deux au micro, c'est pas mal le top des tops. Ben, on ne se le cachera pas, The Rock et Mark et Booker T au micro, là. Mais pas de temps que ça non plus. Mais non, ça faisait des bonnes promos. Puis évidemment, Booker T, dans le temps, il était avec Shane McMahon beaucoup. Ouais. Ça faisait une belle dynamique entre les deux parce que, tu sais, on veut pas Shane McMahon, quand il était en 2001, il était cool. C'était pas un genre de gars comme aujourd'hui que tu voudrais plus le voir à la TV. Là. Ouais, mais dans le temps, il y avait un vibe cool sur Shane McMahon. Là, il était quand même un peu plus jeune. Puis lui, Booker T, ça faisait une bonne pairing, je trouve, les deux ensemble. Là. Ça faisait vraiment beaucoup de sens, puis c'était divertissant. Puis à SummerSlam 2001, c'est ça, il y a un match, évidemment, avec eux. Avec Booker T contre The Rock. Un match que The Rock a gagné, comme tu as dit. Puis non, c'était un bon match. Je me souviens, je pense qu'il avait fait un rock bottom à Shane sur la table, The Rock. Oui. Puis c'était peut-être au SmackDown d'avant, peut-être aussi, remarque. Là. Mais je pense que oui, je pense qu'il l'avait fait, oui. Ouais. Puis c'était vraiment, c'était sa première grande rivalité de WBF, là, puis c'était intéressant en bout. Ouais, puis tu sais, la comparaison n'est pas tant boiteuse que ça quand tu dis que The Rock, c'était The Rock, Booker T, c'était un peu The Rock WCW dans le sens que moi, je pense que Booker T a une meilleure carrière que The Rock, là, en général. Là, niveau qualité de match. Mais les deux, c'était le People's Champ. Les deux, c'était les People's Champ. Mais oui, t'as raison. Les deux portaient des lunettes et des chemises une fois de temps en temps. Oui. Ben, il y avait Sokka, puis l'autre, il y avait The Rock is Cooking. Tu sais, The Rock avec son People Elbow, son Spinner Rooney. Tu sais, les parallèles étaient beaucoup, beaucoup entre les deux. Là. In-ring, t'aimes mieux The Rock ou Booker T? Mettons, là, dans leur prime, là, je te parle pas nécessairement de Booker T de WWF. Là. Ben, Booker T est meilleur, je trouve. Oui, je suis d'accord aussi. Ouais. The Rock, ça n'a jamais été son plus grand. Tu sais, oui, il était bon. The Rock était même très bon. Mais il n'y a personne qui va dire The Rock est un top 5 talent dans le ring. Là. Non. Il était juste différent de la façon qu'il faisait les. Il prenait des moves banals puis il les rendait intéressants. Il y avait le hit factor. Exact. Comme 2000, c'est pareil. Comme Robert Roode. Ouais, il est où Robert Roode aujourd'hui? Ben, il devrait être là plus que 2000 en tout cas. Il est à la même place que Ziggler, on ne le voit pas à TV. Parfait. Sinon, très, très grand match, un match historique de deux vedettes de chaque fédération. Et là, je vais t'amener un. Veux-tu que je t'amène à ta rivalité contre Austin que tu avais hâte de parler? Amène-moi ça. Je t'amène ça. Steve Austin, Booker T dans probablement un des plus mémorables segments. On peut mettre là-dedans de SmackDown. De SmackDown, mais on peut mettre là-dedans la corvette que The Rock à M. McMahon, la bière de Austin dans le ring, Mr. Socko à l'hôpital. Non, je sais, mais je parle de WWE. Je pense que le segment qu'on s'en vient, ça rentre dans les plus grands de tous les temps. Là. Ouais. Ben ouais, c'était évidemment quand on parlait de rivalité Austin contre Booker T. C'était plus après l'Invasion, cette affaire-là. Oui, quelques mois après, oui. Oui. Puis après Vengeance, dans le fond, au mois de décembre. Oui, parce qu'Austin s'avait blessé, fait qu'il fallait qu'il prenne du temps pour récupérer sa blessure. Il y avait le combat avec le fameux que Jericho a gagné les deux belts là, contre The Rock Person dans la même soirée. Mais c'est à cause de Booker T qui avait battu Austin c'est vrai. C'est pour ça qu'il a passé la rivalité après. Puis le lendemain de Survivor Series, il y a Ric Flair qui est revenu à WWE comme nouveau co-general manager avec Vince. Le meilleur draft, ça, non? Oui, pas longtemps après ça, oui. Puis évidemment, Booker T était du côté de Vince et Austin était du côté de Ric Flair. Puis évidemment, pendant qu'il avait la rivalité, il y a Booker T qui avait faim, il avait soif, en fond, il voulait faire un petit peu d'emplette. Il allait au supermarché. Évidemment, s'ensuit un des meilleurs segments ever. Là, vraiment, surtout à SmackDown. Là, Raw, il y a beaucoup de segments meilleurs que ça, mais à SmackDown, je te dirais que pas mal le meilleur qu'ils ont fait. Là, à part peut-être, je pourrais t'accorder peut-être le ring qui pète là, avec Brock et Big Show.
Mais sinon, ce segment-là était écœurant. Là. Ils se battent dans l'épicerie au grand complet. Ils vont dans le frigidaire avec le lait, l'affaire de pizza, la poudre de bébé, Booker T qui. Ah! Mais tu m'avais pas vas-y. raconté une anecdote sur l'épicerie, justement. Ou, je sais pas si c'est toi, c'est quelqu'un d'autre qui m'a parlé du gars de cette épicerie-là, le montant que ça avait coûté. Là. Ah, je sais C'était. pas. Tu parles de ça à un moment donné. Peut-être sûrement à Pritchard, j'imagine, qu'il a parlé de ça. Ouais, ça se peut. Je pense que c'était comme entre 50 ou 100 000 piastres qu'il a donné au gars du supermarché là, Ben, pour tourner. Ben, c'est ouais. normal. Là. Puis, ouais, c'était vraiment nice. Là. Pour vrai, cette affaire. C'était vraiment nice. Là. C'est vraiment nice. Ouais. Puis non, ça, il se battait dans l'épicerie au complet, dans le frigidaire. À un moment donné, Booker T avait son pantalon déchiré au grand complet. L'autre, il a mis Ouais. une couche. Puis, oh, Book, got milk. Les caissières aussi, là, maintenant, tu vois une caissière comme qui est un peu genre what the fuck. Mais tu sais, il n'y a pas beaucoup de monde dans le magasin. C'est ce qui est plate un peu. J'aurais peut-être mis un peu plus de figurants, là, mais tu sais, en même Ouais. temps. Puis, à un moment donné, il y a un figurant qui est juste de dos à Booker T, genre. Puis, il n'y a pas de chose à la tête. Puis, l'autre, il pense que c'est Austin, puis il pète, évidemment, le classique. Là. Mais ça, c'est juste avant la photo qu'on voit sur YouTube. Là, Ouais. quand que Booker T, justement, il cherche. Il pense qu'Austin n'est pas loin. Puis là, Austin fait juste s'ouvrir une bière. Puis là, le facial de Booker T, genre, ah, Chris, je suis dans la merde. Là. Mais au début, c'est ça. Au début, Booker T, il est dans l'épicerie, là, il mind son business, là, il fait Ouais. rien. Là. Il entend l'intercom, c'est genre Austin qui parle, fait voyons donc, puis là, il voit le gars, Il capote. il ressemble, oh my god, c'est lui, puis il pète. Ah! Mais apparemment que après ce segment-là, tu sais, Vince, c'est pas le plus grand connaisseur non plus de lutte dans le sens qu'il regardait pas tout à WCW. Là. Mais apparemment qu'à cause des expressions faciales de Booker T dans ce segment-là, c'est là qu'après ça, il a fait faire aussi pas mal de comedy hack à Booker T. On va y venir pas longtemps après, mais il avait adoré les faciales de Booker T de la façon qu'il vendait les coups d'Austin. Je pense que oui, c'est cool de brawler puis de tout péter dans une épicerie puis de tout revirer à l'envers, mais je pense aussi que Booker T, la majorité du work, c'est grâce à Booker T que le segment a marché. Là. Il était tellement priceless dans la façon de vendre les coups à Austin. Là. Oui. Allô? Oui, oui. Ouais, je suis en faire des recherches sur quelque chose que je veux parler, mais tu peux continuer. Tabarouette, il manque de respect, ça n'a pas de sens. Mais là. Mais très, très grosse rivalité. Je ne sais pas si ils ont eu le match 1 contre 1 qui justifie cette rivalité-là. Je pense pas, hein? Austin Booker T? Ouais. Non, non. Je me souviens pas si ça a donné un match en bout de ligne. Sûrement Non, oui, j'imagine. Là. Mais ça n'a Ben, pas tant donné de match. Non, je Ben, pense pas. non, mais c'est sûr que, tu sais, à l'époque, là, ben, pas à l'époque, ouais, à l'époque, tu sais, des matchs à la TV, il y en avait à peu près une quinzaine par semaine. Là, fait que, tu sais, oui, des matchs revenaient souvent. Là. Fait que je suis sûr qu'ils sont affrontés à SmackDown, c'est sûr, une couple de fois. Là. Ouais. Fait que c'était vraiment très intéressant. Puis comme je disais, après, ça a donné d'autres comedy acts pour Booker T. Il y a eu, entre autres, un petit passage aussi en 2002 de la NWO avec Shawn Michaels. Tu avais Shawn Michaels, Big Show, X-Pac et il y en avait un autre? Il y avait Nash qui était là aussi, je pense. Ben, Nash. Ouais, Nash, X-Pac, Big Show, puis Shawn Michaels. Ouais. Shawn Michaels. Puis Booker T avait accepté de joindre la NWO. C'était tellement random. Avec son petit chandail Beden. Booker T qui n'avait jamais été dans la NWO à WCW. Non. Lui puis DDP, je pense que c'est quasiment les deux seuls qui n'ont pas été dans la NWO. Ouais. Mais DDP, il a failli maintenant, mais il s'est tourné contre Scott Hall. Puis le Diamond Cutter, ça c'était malade. C'était ouais. Après ça, Kevin Nash fonce dessus, il fait juste baisser la corde, puis l'autre tombe en bas du ring, mais il y a genre la table d'annonceur qui est là, fait qu'il tombe tout croche dessus. C'est malade. Priceless. Fait que ça n'a pas été long pour Booker T dans la NWO parce que Shawn Michaels l'a super kické direct sur le chin avec toute la NWO qui riait de lui. Mais donc, avant, évidemment, il y avait la fameuse promo backstage qui parlait à Kevin Nash, puis il parlait à Shawn Michaels, puis il a chanté la tune de Shawn Michaels, puis c'est I'm not your sucker, Booker T, I'm not your sucker. Évidemment, c'était très, très drôle. Là. C'est vrai, je me souvenais pas de ça, parce que je me souvenais de la Kurt avec Shawn, mais Booker T l'a fait avant, hein? Ah ouais, il a fait un spoof de la tune de Shawn Michaels, mais backstage. Puis quand il trouvait. C'est drôle parce que Booker T, c'était comme un.
Bon, on va l'appeler le Peter McLeod de la WWE, dans le sens qu'il riait souvent de ses jokes, mais lui, ses jokes sont bonnes à comparer à Peter McLeod. Puis il fait pas de poutine. Booker T, en tout cas, je pense pas, mais Booker T riait souvent de ses jokes, puis son rire à Booker T, il était écœurant. Tu sais, quand on le voit sur le panel là, avant les pay-per-view, quand il parle de son esti de segment. Chucky Ducky, quack, quack. Il était écœurant. Mais après cette rivalité de la NWO et tout ça, ça a amené à un tag team qu'on ne voyait pas venir, mais qui nous a fait beaucoup sourire dans ces années-là. Ah, c'était bon, ça. Ah! Écoute, si tu m'avais dit peut-être un an avant ou quelques années avant que ce duo-là de Goldust et Booker T allait former un des très, très, très bons tag teams et très divertissants tag teams, parce que, à ne pas méprendre, Goldust est un excellent lutteur, évidemment, on le sait. Puis c'est pas juste un comique ou un personnage weird, il sait très bien lutter, on l'a vu dans plusieurs facettes dans sa carrière. Et Booker T, évidemment, là, il rentre dans le rôle un peu plus comique, mais il n'y a pas de preuve à faire. On sait que, d'ailleurs, on sait que c'est un bon lutteur. J'avais oublié de mentionner à la fin de sa run de WCW. Combien de ceintures Booker T a remporté? Question quiz. À la WCW totale? 17. Et c'est une mauvaise réponse. Il a remporté 21 titres à la WCW. Okay. C'est quelque chose, là. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'est quelque chose. C'est impressionnant, maudit. Impressionnant, de 93 à 2001. Ouais. Hein? Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu allais dire? J'ai rien dit, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Donc, évidemment, Goldust et Booker T, qui a été... Je ne sais pas comment décrire cette relation-là. Ah, ben c'était le Odd Couple, là. C'était le Odd Couple. Goldust, c'était un peu le gars qui gossait tout le temps Booker T pour être avec lui. Il se déguisait. il se déguisait pour pas que Booker T le reconnaisse. Puis à chaque fois, mettons, c'était drôle parce qu'il était en arrière. Là, quelqu'un il parlait. Hello, Booker. Il se retournait de bord. Il faisait What? Ben, je me rappelle, il y avait un Lumberjack match à Raw. Puis Booker dit Goldust, il a fait l'autre se déguiser en Lumberjack avec la grosse barbe. Il était malade en crise. Les segments qu'il faisait, c'était vraiment drôle. Le matin, je me rappelle, il y en a un, c'était. Il était à l'épicerie, je pense, Booker T. Puis l'autre, il se promenait. Le matin, Booker T, il y a un stand de The Rock. Puis là, il va pogner Sokka, il y a Punk'ass. Il faisait comme Benjamin Toll. Puis Goldust, il arrive déguisé il y a des écouteurs sur la tête, un chandail de basketball, puis tout, puis il se passe bien cool avec ses grosses saucisses, ses wieners. Puis, il y en a un autre, c'est. Il était contre NWO au début, Booker T, puis Goldust. Puis maintenant, il y a Goldust qui est déguisé en Crocodile Hunter, là, le gars Steve Irwin. Puis il va dans la room d'NWO, puis il voit Big Show dormir sur le divan avec l'affaire de 4 yeux, là. Puis là, c'est un gros Chopopotamus. Puis là, il s'est réveillé, puis tout. Puis c'est vraiment les segments entre eux autres, là, c'était vraiment, vraiment bon. Il y en a tellement que je ne pourrais pas tous les nommer, là, parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est excellent. Oui. D'ailleurs, ils ont gagné les ceintures par équipe ensemble à Armageddon, si je ne me trompe pas. The end is here! Et ils ont perdu, Armageddon qui était au mois de décembre, ils ont perdu en janvier contre William Regal et Lance Storm. Il avait battu Jericho Christian, non? Oui, exactement. Ouais, dans un pay-per-view. Chose qu'on ne s'attendait pas à l'époque, où on ne s'attendait pas à ce que la WWE leur donne la ceinture, parce que c'était plus un comedy act, puis que Jericho Christian était quand même des gars établis. Là. Ben, Jericho Christian, c'est un bon tag team, ça aussi. Là. Ah oui, vraiment. Ouais. Vraiment. Puis, tout ce que ça a amené après avec Lita et Trish, cette rivalité-là, c'était du pur bonbon. Puis oui, mais moi, j'aimais Tomko Christian. Je trouvais que c'était un méchant bon duo qui ont repris à TNA aussi après. Ouais. Le Problem Solver. Il l'a-tu encore dans l'Indie? Je pense pas. Hein? On n'a pas entendu parler. Tomko, je pense pas. S'il l'a peut-être au Japon, mais je pense même à ça, je pense pas. On va peut-être le voir en entrevue dans un podcast quelque part au Québec bientôt. Sait-on jamais. C'est sûrement ça qui va arriver. Tomko, ouais, c'est sûrement le prochain sur la liste. Ouais. J'aime bien ça.
Sinon, Booker T va rester quand même dans l'entourage de Booker T. Goldust va rester quand même dans l'entourage de Booker T quand Booker T va remporter une Battle Royale pour devenir l'aspirant numéro 1 à la Big Goal que détient mon boy Hunter Hearst Helmsley. Ça s'en vient, là. On va pas en parler de cette belle affaire-là. Triple H, donc Booker T devient aspirant numéro 1 pour la ceinture de Triple H à WrestleMania 19. Qui est éliminé à la fin, tu te souviens-tu? La Battle Royale, non, je me souviens pas. The Rock. Oh, intéressant, intéressant. Ouais. The Rock Part-Time Rock, dans le fond. Ouais. Oh, ouais, là, dans qui était contre Hurricane puis tout ça, là, contre Austin aussi à C'était en 2003 aussi, là. Fait que, ouais. C'est ça. Fait que, évidemment, 2003 dit Triple H champion, on est direct dans le règne de la terreur de Triple H, où il battait tous les anciens d'ailleurs de la WCW et pas mal tout le monde en général. Peut-être tout le monde qui avait plus de potentiel que lui pour les mettre avec son pouce à terre. Là. Ouais, là, faut pas charrier. Là. Kane n'a pas plus de potentiel que Triple H. Ben, j'aime mieux Kane que Triple H, pareil. Non, c'est sûr que non. Plus d'affaires mémorables avec Kane que Triple H, là. À part DX, là, parce que c'était drôle. Oh, pas part DX. Ben, c'était pas à cause de certains, c'était pas à cause de Triple H que DX était le fun. Ben, c'était bien meilleur quand... des autres. Ben, bien meilleur quand Sean n'était pas là, DX. Je peux pas te mentir, j'ai un petit faible sur Triple H Babyface de 98. J'ai un petit faible là-dessus. C'est le seul temps que je l'aimais. Tu l'aimais-tu avec contre la Spirit Squad avec Sean? Non? Je le trouvais drôle, mais je l'aimais pas. OK, parfait. Ben, il est drôle pareil. Ça me fait rire. Mais c'était plus à cause de Sean qui voulait pas être dans DX, mais qui était dans DX, là, si vous voyez ce que je veux dire. Il regardait là, il voulait-tu y aller, il voulait-tu pas y aller? Hey, c'est là, je tourne à faire, arrête. OK, parfait. Mais voilà, règne de la terreur, donc Triple H contre Booker T. La face de la WCW, la ceinture de la WCW. Je dis la face, là, on sait que la face c'était plus Sting, là, mais dans le sens que Booker T, c'est lui qui a amené, qui a traîné à WCW puis qui a gardé ça dans l'imaginaire des gens à la WWF. Donc, un match à WrestleMania 19. Et là. Mais avant, tu peux pas parler juste du match. Il faut que tu parles de l'histoire entourant tout ça. Là. Ben oui, ben, il s'est rien passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, juste Triple H qui a fait son racisme. On n'en parle pas de ça parce que c'est pas pareil. Non, non. Ça, tu le sais que. Attends. Tu sais que j'approuve pas des trucs comme ça, par exemple. Ben oui, mais il l'a fait pareil. Je te dis pas que toi, tu l'approuves. Mais vas-y, parle-en, par exemple. Ben évidemment, à promo de Booker T, là, il l'avait buryé un peu là, en disant que du monde comme toi, des clowns, des entertainers avec tes cheveux bizarres, t'es là pour me faire rire, t'es comme un servant si on veut. Puis évidemment, Booker T, il n'a pas eu de réponse ou presque, évidemment, puis il a l'air d'un jambon. Après ça, pas longtemps après ça, Triple H, il va voir Booker T dans les toilettes, puis il donne une pièce, il lance dans les airs, Dieu, nettoie ma toilette, puis évidemment, comme si c'était un amistad, là, comme si c'était un servant. Là. Puis évidemment, il disait comme quoi que c'est pas vraiment contre Booker T, là, c'est une question contre Booker T, l'athlète puis le lutteur, là, que c'est pas vraiment à cause de sa personne à lui, mais il n'y a personne là-dedans qui regarde ce promo-là puis qui se dit Triple H, il dress down Booker T vraiment comme lutteur. Non, c'est genre raciste au bout, là. Même s'ils ont. Même Richard, il a dit que c'était pas raciste, puis tout, là. Mais quand même. Ouais. C'est le mauvais goût. Ouais, c'est le mauvais goût, puis l'affaire aussi, c'est que tu parles de Booker T comme si c'était un moins que rien, mais le gars, c'est un comment on dit ça en anglais, un talent donné, là, c'est un gifted athlete, dans le fond. Ouais, gifted. Ouais, il est gifted. Il est gifted, là. Il y a tout, là, Booker T pour réussir, là. Ouais. Puis, je me souviens aussi, c'était pas dans cette rivalité-là qu'il avait électrocuté Goldust aussi? Avec Evolution. Je pense que oui, un peu. Il y avait eu la tourette, là, après ça, Goldust, puis c'était, évidemment, vu que c'est Goldust, puis il amène ça tout le temps drôle, ben, ça a été drôle pareil, là, même si c'était pas censé être drôle. Ben oui, ça censé être drôle, mais c'était pas, électrocuter quelqu'un, t'es pas pour faire en tout cas. Ouais, c'était pas pire, là. Ça, c'était drôle, mais je trouve que cette rivalité-là aurait pu être bâtie mieux que ça, puis évidemment, la façon qu'il l'a traité, puis il savait très bien que... Mais
Je veux qui rien. gagnerait en bout de ligne, fait que ça ne changerait rien pour Booker T. Il n'y aurait pas son gros moment. Oh, wow, il a eu vraiment fait mal à Triple H. Booker T qui était face à ce moment-là aussi. Il était Puis, populaire au bout, là. Mais oui, il était over as fuck. C'était même le top face, quasiment. Oui, le monde était derrière lui. Le Spinner Rooney marchait au bout. Mais je ne veux pas excuser Triple H parce que je ne suis pas d'accord avec ça, parce que tu pourrais refuser, surtout dans sa position à lui, tu pourrais refuser de dire des affaires de même, dire écoute, on ne fera pas ça, c'est dégueulasse. Là. Mais, c'est encore un Vince idea de racisme puis de. Donc, regarde, tu n'as pas bien fait l'affaire de Katie Vick qui est encore 10 fois pire. Fait que Triple H, il ne peut pas dire non, mais il fait pareil. Ouais. Ben, c'est 10 fois pire, ouais. C'est quasiment la même chose, mais de façon différente. Là. Mais l'histoire avec Katie Vick, c'est pas la même affaire non plus, là, dans le sens que je peux en parler de tout ça si tu veux, là, mais c'est dans le règne de terreur de toute façon, non? Ouais, dans le fond, c'est quand Triple H, dans le fond, il est arrivé, il voulait shooter ça d'une façon drôle avec Pritchard. Puis il avait dit ça à Vince, puis le Vince, l'affaire qu'on a vue à TV, c'est l'idée de Vince. Puis il est arrivé un moment donné, il fallait qu'il fasse le shooting. Puis là, il s'estimait à savoir quelle version faire. Fait que Vince, il a dit OK, on va faire les deux, on va comparer après quel qui est meilleur. Fait qu'évidemment, Vince a commencé avec la sienne à lui, pour que lui, ça soit un TP. Puis après ça, il dit on n'a pas de temps, il faut s'en aller. Fait qu'il a fait ça, sachant très bien qu'il ne ferait pas celle de Pritchard puis de Triple H. Il a fait celle qu'il voulait faire, puis il a fait fuck off, on s'en va. Fait que c'est pour ça que qu'est-ce qui est arrivé, c'est l'idée de Vince. Puis, tu sais, Pritchard et Triple H, ils ont dit par après qu'il avait fait ça vraiment, vraiment humoristique, là, pour pas que tu penses que tu vois l'affaire et tu fasses, c'est bien ridicule tout ça. Tandis que l'histoire, l'affaire de Vince, c'était genre vraiment offensif et tout. Parenthèse, vite, on en débattra un autre jour avec d'autres personnes. J'ai lu, on a lu aujourd'hui, cette semaine, que Stéphanie poussait pour Vince au Hall of Fame. Es-tu d'accord ou t'es pas d'accord? C'est pas le bon moment, hein? Pas maintenant. Pas maintenant, parfait. Non. Attends au moins un bon 5 ans encore. Là. Attends que tu sois hors de tout doute. Que l'histoire c'est fini, soit fini. Parfait. Pour revenir à Triple H Booker T, évidemment, ils ont eu leur match lors de WrestleMania 19. Et une autre chose qui n'est pas très bon pour Triple H, qui est maintenant le héros de tout le monde dans le monde de la lutte, mais ce n'était pas le cas à cette époque-là, c'est que lui, il voulait absolument que le match soit le main event de WrestleMania 19 parce que c'était pour sa ceinture. Mais évidemment, sur cette carte-là, tu avais Rock Austin, tu avais Jericho Michaels, tu avais Brock Kurt Angle, qui était le main event. Mais Triple H, lui, voulait absolument être le main event de WrestleMania 19. Là. Ça a fait beaucoup de politique backstage. Là. Ça a fait de la merde. Là. Puis en même temps, il ne peut pas chialer. Là. C'était le WWE title qui était en main event. Fait que c'est pas comme s'il avait mis, mettons, Rock Austin, oui, tu peux mettre main event, mais c'est pas pour une ceinture. Fait qu'il aurait pu comprendre son point de vue de même. Mais c'est un Rock Championnat qui a fini le pay-per-view pareil. Fait que ça ne fait absolument rien. Là. Avec le babyface qui gagnait, puis tandis que Booker T, lui, n'allait pas gagner. Ouais. Mais ça, c'est le même Triple H qu'avant, à un moment donné, il disait comme quoi que, tu sais, quand c'était Rock contre Hogan, là, WrestleMania X8, là, il disait que, quand il a vu que le match de Rock et Hogan était populaire, il a dit moi, je voulais pas être le main event. Mais avant ça, il disait qu'il sentait qu'il fallait que ça fasse le main event parce que c'est le combat du championnat, puis tout. Un an avant. Ouais, puis c'est qui a fait le main event de WrestleMania X8? Triple H. Il a eu qu'est-ce qu'il voulait, puis ça backfired parce que tout le monde se collait de son match à la fin. Triple H Jericho. Ouais, Jericho Wheel avec Stéphanie. Mais on va donner une passe à Stéphanie pour ce soir-là. Ouais, hein. Mais ouais, non, en effet, il s'est burié lui-même dans cette soirée-là parce que, évidemment, même moi qui est un gros fan, après Rock Hogan, les frissons, je me crissais du main event, là, vraiment. Là. En plus, après le Rock Hogan, ils ont mis Trish dans le match d'après. C'est Hometown Girl, puis le monde s'en colissait pareil. T'sais. Ça, c'était. Ben oui, mais ça, c'était dans le temps que la WWE mettait les combats de filles juste pour passer d'un match à l'autre. Le classique. Avant le main event, là, quasiment. Ben, c'était avant le main event, en fait, hein, c'est ça? Le semi-main, mais qui n'est pas vraiment un semi-main. Ouais. Fait qu'évidemment, sans surprise, Triple H a battu Booker T lors du main event de WrestleMania 19. Il avait aussi battu Jericho à WrestleMania X8 sans aucune surprise. Il n'y a personne qui s'attendait, au contraire. Non, c'est son comeback de blessure là, du torn quad. Fait que c'est sûr qu'il était pour gagner la belt. Oui, exact. Donc, c'est ça le finish de Booker T contre Triple H aussi, tu sais,
Triple H a gagné, ce qui aurait avec l'histoire qu'ils ont buildé avec Triple H, Booker T, ça aurait été le comeback story de Booker T qui gagne le match, qui gagne la belt pour former à Triple H, qu'est-ce qu'il a dit, les affaires de raciste, pas raciste, si on veut. Là. Ouais. Puis évidemment, Triple H a gagné. Puis non seulement ça, il a gagné après un pedigree. Après ça, il est en terre pendant quasiment 1 minute. Puis il a mis son bras dessus, puis il a compté 1, 2, 3. Comme ça, c'est un assis de jambon. Quand tu as 3 quarts des matchs, il y a 3 kick-outs de finish avant qu'il arrive de quoi. Là. Ouais, mais le pedigree is the solution. Ouais, mon cul, ouais, c'est ça. Là, on va passer à autre chose parce que je veux pas que tu pognes les nerfs et que je veux que ça soit un week-end happy. Hein? C'était la veille, tu continues avec Triple H. Hein. Tu veux-tu que je fasse la bio de Triple H cette année, l'année prochaine? Non? Ben, ça me dérange pas. J'ai dû aller des vacances, moi. Ben, c'est vrai que toi, tu as tout fait les shows. Moi, j'en ai manqué un. Fait que tu me dire que j'ai un backup. Moi, là, j'ai un char backup. Moi et Alfredo, d'après moi, ça va voler partout. Faites ça pour le fun. On le fera. Ben, pour vrai, on le fera. Juste non, pas Alfredo avec Triple H. Non. On va voir que ça donne sans moi une fois, OK? Ben, là, c'est sûr que ça va être meilleur, mais c'est pas ça que je dis, là. Ouais, c'est ça. Non, faut pas t'enlever que... Non. T'es l'historien de la lutte, là. C'est toi l'historien, le vrai. On verra, mais qu'on arrive là. Parfait. Fait que c'est quand tu sors ton livre? 2040. Bon, parfait. Ça va me laisser le temps d'apprendre à écrire. OK. Pendant ce temps-là aussi, il y a eu une rivalité avec... ben alors, je vais y revenir à celle-là parce que je veux... C'est un peu plus loin, ça, non? C'est un petit peu plus loin, mais Booker T est retourné dans la division par équipe par après, où il a remporté une nouvelle fois les ceintures par équipe, et je me souviens, et tu te souviens probablement avec qui aussi, un dénommé RVD, un autre qu'on a fait sa bio au podcast, que j'avais bien aimé faire sa bio parce que c'est un de mes lutteurs favoris. Donc, et oui, avec RVD. Mais tu sais, avant ça aussi, j'aurais pu mentionner aussi que, en fait, je vais le mentionner avant RVD. Il avait remporté aussi le championnat intercontinental, Booker T, avant de remporter le championnat tag team contre Christian et à Montréal aussi, hein, pour le mentionner. Mais Christian avait battu avant. Oui, Christian avait battu avant. Battle Royale pour le titre intercontinental avec un champion qui était dedans. Puis Christian, je me rappelle, parce que c'est sa première fois. Aussi, il a gagné la belt. Puis le lendemain, à Raw, c'est là qu'il avait ses cheveux coupés qu'on a aujourd'hui. Parce qu'avant ça, Christian avait tant de cheveux longs, puis il ne voulait pas les couper, absolument pas les couper. Puis évidemment, il y a Kevin. Fait que c'est vraiment après Judgment Day 2003. Oui, 2003. Après 2003, c'est là qu'il est arrivé, puis il est devenu les cheveux courts qu'on connaît aujourd'hui, Christian Cage. Le beau Christian. On lui souhaite CLB. Oui, prompt rétablissement à Christian qui s'est blessé. Pour quelques mois. Mais oui, Christian à Montréal, donc il l'a battu pour l'Intercontinental. Et je pense que tu n'avais pas raison, par exemple. Non, il avait perdu contre Christian dans un house show. Non, mais je parle qu'il a perdu son premier combat, la Battle Royale. Ah oui, celle-là, oui. Ouais, l'autre, je ne parle pas de l'autre. Christian, je sais qu'éventuellement, il a gagné la belt. Ouais, c'est ça. Fait que c'est après ce streak-là un peu qui est arrivé avec Christian, qui s'est dirigé vers Rob Van Dam par la suite. Et que, écoute, c'était correct, là. C'était cool. Là. RBD fait pas de mal. Ils ont un style pas un peu similaire, mais ils sont athlétiques les deux. Fait que c'était intéressant de les voir ensemble sans plus. C'était pas. On n'allait pas aller chercher la même chimie qu'avec Goldust, évidemment. Non, mais c'était comme, dans le fond, c'était comme si, mettons, ils mettaient un des deux cornerstones de la WCW et un des cornerstones des CW ensemble pour faire un super team, si on veut. Là. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, puis, évidemment, après, il y a eu d'autres rivalités. Là. Il y a eu les rivalités contre Batista Flair avec RBD contre qui ont perdu les ceintures. Ouais. Mais qui ont gagné et qui ont perdu, je pense. Oui, exactement. Okay. Il y a une rivalité qui avait été intéressante aussi contre Undertaker avec Booker T. Booker T, puis c'est facile contre Taker, c'était toujours intéressant. Il y a eu back and forth, c'est battu contre Eddie aussi. Mais il y a eu beaucoup de bonnes rivalités. Il y a eu un match contre John Cena aussi.
qui était bien, mais je pense que sinon, Booker T aurait pu nous donner un meilleur programme que qu'est-ce qu'on a vu. Mais sinon, j'aurais peut-être aimé une rivalité un petit peu plus grosse pour ces deux-là, mais tu sais, des fois, tu peux pas tout avoir non plus. Tu as tellement de talent, l'horaire, pour que ça fitte. Mais il y a un truc que j'ai trouvé intéressant vers la fin de ces années-là, c'est qu'ils ont voulu recréer un classique, et cette fois-ci, c'était pour la US Title, entre Booker T et Chris Benoit. Donc, ils ont voulu refaire une série de 5 matchs cette fois-là. Ouais, comparativement à 7 à WWE. Qui étaient encore des excellents matchs. Malheureusement, Chris Benoit n'a pas. Malheureusement, Booker T n'a pas pu finir cette série de 5 matchs-là parce qu'il s'est blessé. Mais par contre, il avait trouvé un remplaçant de choix, un excellent lutteur, probablement meilleur que lui et que celui qui l'affrontait, Chris Benoit. J'exagère peut-être un peu. Et le j'ai gars d'un nommé seul move, là, ouais. la légende, un des meilleurs lutteurs que notre génération a connu, Randy Orton, pour remplacer Booker T. Et qu'est-ce que Randy Orton a fait? Ben, il a battu Chris Benoit. Donc, Booker T était champion. Il a battu Cena, là. Non, il a battu Chris Benoit. OK. Puis, Booker T était champion sans se salir les mains. Donc, Randy Orton a tout fait le boulot pour lui. J'espère qu'il a acheté une Rolex pour le remercier. Comme il se doit. Non? En effet. OK, parfait. Ça nous amène en 2006, mon cher TJ. Écoute, si c'est pas la meilleure partie... j'ai de la misère à dire la meilleure, mais oui, je pense que oui. Meilleur moment de la carrière de Booker T à la WWE, je pense, WWE. Évidemment, tout le monde va se souvenir de 2006 et surtout, tout le monde va se souvenir du King of the Ring 2006 parce que oh hell, King Booker! Écoute, Booker T a littéralement remis le King of the Ring sur la map. Dans notre tournoi du King of the Ring des plus grands, il est fini où, Booker T? Je me souviens pas s'il avait fini dans le Final Four, je pense. Pas assez haut, hein, je pense. Non, mais il avait quand même fait belle figure, je pense. Mais je pense pas qu'il était dans le Final Four. C'était Owen qui avait gagné. Dans le Final Four? Je pense qu'il était dans le Final Four, moi. Ben, il y avait Owen, lui, Brett. Owen, lui, puis Austin. Puis c'était qui l'autre? Brett, je pense. Brett, oui, Brett. Ouais. Brett. Bon, c'est pas gênant comme top 4. Hein? Il avait perdu, je pense, contre Austin ou contre Owen, un des deux. Là. Ouais, mais c'est Owen qui avait gagné à la fin. Oui, contre Austin. Ouais, fait que ça aussi, c'est pas gênant. Mais. Tu ça, enfin, l'autre. Ben, ça fait un an? Pourrais je check? Je pense que oui. Donc, Booker T, et non seulement. Écoute, je me tanne pas de regarder les images de lui en King Booker. Non seulement il était divertissant, il se prenait un petit accent aussi, hein, un petit accent royauté. Un accent anglais, là. Un accent anglais qui jouait à la perfection. Et évidemment, avec sa femme de l'époque, qui est toujours sa femme aujourd'hui, Queen Charmel. Paisé à la WCW. Oui. Donc, Queen Charmel avec Booker T, ça rajoutait un peu au personnage exagéré qui jouait un genre de Vicky Guerrero style, mais moins gossante. Là. Ah ouais. Parce que ben, Vicky, dans le fond, son excuse me, c'était All Hail King Booker 15 fois. Ouais, c'était écœurant. Pour vrai, c'était juste fou. Puis, un fun fact, c'est qui a battu en finale pour gagner King of the Ring. Quand même impressionnant quand tu vois ça aujourd'hui. C'est Bobby Lashley, non? Oui, Bobby Lashley. Ouais, c'est ça. C'est quand même intéressant de voir ça. On voit Lashley, c'est un site qui est un US champion super actif, là, qui fait des bons matchs quasiment à tous les fois qu'il rentre dans le ring. Ouais, non, pour vrai, c'est cool de voir ça. C'est bizarre aussi en même temps quand tu penses qu'est-ce que Lashley fait aujourd'hui. Mais non, c'est cool. Ouais. Mais j'aurais aimé ça voir King Booker dans son prime avec Lashley dans son prime aujourd'hui. Ouais. Ça aurait été vraiment intéressant. Malgré que le match avait été bon aussi. Il me semble à l'époque, c'était pas si mauvais que ça pour un match de Lashley. Lashley était moins dominant, moins intéressant à regarder à l'époque. Il était plus jeune. C'est vrai, on est sévère là, quand même avec Lashley. Là. Parce que Lashley, il avait un méga push quand il a commencé à WWE. Il n'était pas duré 3 ans à NXT pour monter. Là. Il était vraiment genre, il était là. Il était AEW, il était champion du monde AEW.
Ils ont dit du main roster, il a feudé tout de suite contre John Cena. Il y a un match contre lui, je pense je pense que Great American Bash 2008, je sais pas trop, on a fait le même. Puis non, il avait fait. Puis après ça, évidemment, il est parti faire des MMA, puis il était à Impact aussi. Mais non, Lashley, il était vraiment au top là, pendant un méchant bout, même avant la run qu'on connaît aujourd'hui. Puis de 2005 à 2007, King Booker a gardé sa rivalité. Pas sa rivalité, mais sa gimmick de roi. Écoute, il a été dans le title picture quasiment pendant 1 an. Il a gardé sa ceinture longtemps. Il a affronté des excellents challengers. Tu avais de quoi rajouter? Je vois ton petit sourire en coin. Ouais, tu te souviens, il y avait son entourage aussi, King Booker, Ben en oui, plus de Queen Charmel. William Regal et Finlay. Oui, c'était malade. Puis des vrais Englishmen. Oui, t'avais comme Regal qui faisait un peu de politique, qui s'occupait des problèmes, puis t'avais Finlay qui réglait avec ses points, parce que son shillelagh. Oui, son shillelagh, comme un sceptre, si on veut. Le SmackDown Kingdom avec Sir William Regal et Sir Finlay. C'était magique. Ouais, puis en plus, ben, tu sais, toi, t'aimes pas les heels, mais ils gagnaient souvent à cause d'eux autres. Ben, surtout vers la fin. Là. Au début, c'était Charmel. Pareil comme JBL avec les cabinets, puis Reigns avec le Bloodline aujourd'hui, même à la fin. C'est ça. Mais c'était intéressant. Je trouve que, par contre, Booker T est beaucoup plus JBL. Mais si tu veux mettre en ordre, JBL et Booker T avaient plus besoin d'aide que, mettons, Reigns aujourd'hui. Mais même JBL mettons. Là. Ouais. Mais JBL, c'est quand même un gros gaillard. C'est ça, ben oui. Mais il était plus sloppy que ben du monde sur le roster. Là. Fait que. C'est fou. Ouais, pas mal stiff. Écoute, Booker T, excellente run. Une des meilleures runs avec la Big Goal à WWE, je pense. Là, c'est, en tout cas, un des règnes les plus intéressants, si on veut. Là, oui, je suis content que Triple H l'ait gardé longtemps, mais je sais que le règne de terreur, c'est quand même pas cool, dans un sens. Je suis fan de Triple H, mais je sais que ce qu'il a fait, c'était pas nice. Mais parlant de Triple H et Evolution, ben, il y a eu une grosse rivalité entre King Booker et un des gars d'Evolution, Batista, pour la Big Gold. Une des très, très, très bonnes rivalités de Booker T pendant son règne de champion. Mais il y a aussi eu de la merde backstage dans ces deux-là. Oui, ben, il y a un photoshoot un moment donné qui était dessus les deux, puis les deux ils sont battus. Je pense que c'est Booker T qui a mis l'autre à terre, je pense. Oui, exact. Parce que Booker T, tu sais, on parlait de Lashley sur la même tout à l'heure, mais Booker T, backstage, là, puis dans la vie de tous les jours, là, il pourrait conseiller à n'importe qui. Là. Ouais, même aujourd'hui, il est encore en très, très, très grande forme. Là. Ben oui, il fait bien ses jokes, il fait son Spinneroonie puis son rire, mais il pourrait te battre n'importe quand. Puis, tu sais, je veux pas prendre ça comme excuse, mais Booker T l'a arraché quand il était jeune, puis il a vécu dans la rue aussi. Fait que, à un jeune âge au Texas, dans la rue, écoute, le gars a été formé pour ça, il a fait de la prison. Je pense pas que Booker T, ce soit un méchant gars, là, honnêtement. Là. Je pense que c'est un bon Jack, mais il a quand même passé par des étapes de sa vie qui fait de lui d'un gars plus résilient, plus tough aussi. Là. Fait que, et contre Batista, c'est ça, il y a eu de la merde. Fait que ça. Comme que j'aime à la WWE, par contre, c'est quand il y a de la merde backstage, souvent, ils vont transporter ça à l'écran. Puis à l'écran, ça va nous donner quelque chose de plus pur, de plus intéressant, de plus intense. Puis je pense que c'est une des raisons que moi, à l'époque, je ne savais même pas que Batista et Booker T ont eu cette intensité dans la rivalité. J'avais bien aimé, pour vrai, même les... Ça, c'est dans le temps où Batista faisait des bons matchs aussi. Là. À un moment donné, il était on a roll, là, Batista. Oui. Puis puis évidemment, il s'est battu à backstage. Je pense que c'est un shoot de SummerSlam, je pense. Ouais, c'est ça. Les deux, Batista, il faisait son arrogant là, en disant qu'il était meilleur sur le roster que bien du monde. Fait que Booker T, il a juste dit hey, calme tes nerfs, là, la vedette et tout. Puis, évidemment, ils sont venus au coup les deux. Puis les deux saignaient, je pense, après cette affaire-là. Puis c'était pas genre 3-4 claques à gueule, puis on arrête. C'était vraiment une belle bataille. Puis évidemment, il y avait beaucoup de monde backstage qui avait applaudi Booker T parce qu'il a stood up to the bully, si on veut, là, qui chialait. Là. Fait que non, il y a eu beaucoup de street cred de Booker T après ça. Oui, exactement. Tu te souviens-tu aussi, après cette rivalité-là, avant que je passe un peu plus loin dans sa carrière, tu te souviens-tu du Money in the Bank avec Charmel puis Matt Hardy, où Matt Hardy me menace de
de faire un twist of fate en haut de l'échelle à Charmel, puis Booker T vient à sauver. Ben, c'est Booker T est en haut de l'échelle. Booker T est en haut de l'échelle, ouais, c'est ça. Puis l'autre est en bas, ouais. là. Ah ouais. Puis il était sur le bord de monter, Booker T. Il avait quasiment le goût de monter. Ouais. Fuck off, c'est super fou. C'était malade, ça. Puis c'était pas dans ce match-là qu'il y avait genre Kennedy qui a fait son finish à Orange Wargold tout top de l'échelle. Qui, ça? Orange Wargold. Kennedy avait pogné Orange Wargold avec son finish top de l'échelle. Ça, par exemple. Ça, puis Jeff Hardy qui pète l'échelle en deux sur Edge. Là. Ah oui. Oui, je pense que c'est dans ce match-là, je pense. Pas mal sûr que oui. Dur à dire parce que Jeff Hardy a pété bien des échelles dans sa vie. Là. Oui, en effet. Mais non, je pense pas mal sûr que c'est ça, je pense. OK. Évidemment, un moment que j'apprécie énormément, qui est aussi la fin du règne du King of the Ring de Booker T. La fin de la gimmick, c'est à SummerSlam 2007 où le King Booker va retrouver le chemin du King of Kings, Triple H, qui revient de sa blessure. Donc, un été très chaud. Je me souviens, on était au cinéma, puis à chaque fois qu'il y avait la promo de Triple H qui revenait, on a rebuildé au complet de son genou. Puis là, moi, j'étais dans le cinéma. Avec la tune de SummerSlam, là, Wine Up. Wine Up, oh, Wine Up, oh yeah, avec Candice Michel qui ouvre sa veste de même dans le... Bref, une autre époque. Mais match correct. Le match n'avait pas été vraiment... Tu voyais que... Je pense pas que Booker T a donné son meilleur là, en partant. En partant, il y a Triple H dedans, fait que c'est pas très bon. Il était rouillé, ça faisait quelques mois qu'il n'avait pas lutté. Oui, c'est sûr, oui. C'est pas de sa faute. Ouais, mais c'était la fin de la gimmick de Booker T et là, on va tomber dans le plus plate un peu de la chose parce que fin 2007, Booker T va se faire suspendre pour le programme de drogue, en fait, là, le Wellness Program, c'est ça? Le Wellness Policy. Wellness Policy, c'est ça. Donc, il va se faire suspendre et il n'était pas content, ainsi que Queen Charmel, et ont décidé de quitter la WWE à ce moment-là. Mm-hmm. Et comme plusieurs des lutteurs à l'époque, la suite était quand même assez évidente. On va aller à l'autre fédération qui vont nous donner du cash. Fait qu'on est allé à TNA. Ouais. Fait qu'ils sont allés à TNA. Quelques trucs intéressants à TNA. Je n'ai pas gardé beaucoup de notes, mais moi, je me souviens, entre autres, de la Main Event Mafia que j'avais quand même apprécié. Là. Je trouvais ça quand même cool. Ouais. Puis évidemment, il y avait une rivalité au début avec Robert Roode. C'est vrai. Up and coming. Ben, on rit, mais à l'époque, Robert Roode, il montait les échelons tranquillement pas vite à TNA. Puis c'est lui un des meilleurs lutteurs ever qui était à TNA, à Impact Wrestling aujourd'hui. Puis évidemment, il y avait cette rivalité-là avec lui. Après ça, il a mis Mafia. Il y a une couple de feud avec AJ Styles, Christian aussi, si je me trompe pas. Là. Ouais, Joe aussi, il y en a eu. Joe, ben oui, à un moment donné, Joe, il avait attaqué backstage, puis il l'avait amené dans un char avec, ou je sais pas trop. Ouais. Mais ça, je pense que c'était même au début, parce que c'était comme un turning point, je pense, dans ce temps-là. Là. Pas pourquoi je me souviens de ça, là, honnêtement. Là, mais... non, je pense que de temps en temps, j'écoutais TNA. Encore là, ça jouait RDS aussi. Là, que souvent, le samedi, quand tu n'as rien à faire, il y avait de la lutte qui jouait, fait pourquoi pas. C'est pas une émission que je suivais religieusement en anglais comme la WWE ou AEW aujourd'hui, mais pourquoi pas? C'était présenté en français, c'était drôle, puis en même temps, ça te permettait de suivre des lutteurs qu'on avait déjà vus dans le passé. Fait que, il avait ramené un peu son passage de Booker T aussi, de King Booker à TNA aussi un moment donné. Là. Ouais. Il parlait de la même façon, puis il agitait bizarrement. Puis évidemment, il était souvent aussi champion des légendes, Legends Title. Ouais. Puis il a même gagné les titres par équipe avec Scott Steiner aussi. Oui, il avait battu Beer Money, je pense, non? Beer Money, ouais. Puis il avait perdu après ça contre British Invasion. Ah, ça, c'était... C'était Magnus puis Doug Williams. C'est vrai. Doug Williams était bon, non? Ben oui, il est excellent. Il était excellent. Il lutte encore, je pense. T'es sûr? Je pense qu'il lutte encore. OK. Je l'ai vu une couple de mois là, qui a fait un en Europe surtout. Là. Mais il me semble que je l'ai vu récemment. Le beau de Magnus, pas un mot de lui, ça ne me tente pas d'en parler. Tu sais qu'on parle de Magnus? Non, voleur. Comment ça? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé ma Mickey James. Ah, c'est lui, ça? C'est lui, Magnus, qui était. Ben oui, Nick Aldis, c'est Magnus. C'est vrai, ben oui, c'est Magnus, t'as raison. Ah oui? Moi, ça m'en prend pas gros pour me mélanger.
Sinon, par la suite, c'est ça, Booker T est revenu à la WWE un peu plus tard, évidemment, Oui. comme pas mal de personnes et tout. Il y a eu des rôles de commentateur, il y a eu des rôles de general manager qui n'ont pas duré très très longtemps à SmackDown. C'est ça, une couple d'apparitions de légende. Il a fait des Rumbles aussi. C'est pas déjà battu. Qu'est-ce que tu allais dire quoi? Ben là, des Rumbles, c'est tout ce que tu vas dire, des Rumbles. Mais non, qu'est-ce qu'il y a? Et on était 2011? là, qui avait C'est son ça. retour. Non, mais OK, attends, OK, parfait. j'y venais. Des OK, Rumbles, et j'allais dire au Rumble 2011, on était là quand Booker T a fait son grand retour, ainsi que Kevin Nash, Diesel et Triple H qui n'est jamais arrivé. Mais ouais. non, c'est Booker T, la foule a explosé. Ben oui, parce Ça que faisait nous longtemps qu'on autres, ne l'avait pas vu. Là. ouais, ben on l'a sûrement dit en fait, le review du Rumble Ben oui. 2011 qu'on a mis sur dans C'est pas de partout. Allez Ouais. voir ça. Puis je suis sûr qu'on l'a déjà dit là-dessus, je vais dire pareil. Là, nous autres, on se tenait pas au courant de rien. On n'a pas checké les sites Internet pour les rumeurs qui étaient backstage, qui n'étaient pas Non, là. on voulait rien savoir. Quand on a vu Booker T puis Diesel, on savait pas en tout qu'il n'était pas là. Puis une chance qu'on ne savait pas qu'il était là, parce que si on aurait su que Booker T va être là, on aurait popé pareil, mais le fait qu'on ne sache pas nous autres, moi, ça m'a mis vraiment plus content. Puis surtout Diesel. Là. Booker T, si j'aurais su Booker T, là, ça m'aurait moins dérangé, je vais t'admettre franchement. Ouais. Mais si j'aurais vu Internet, Diesel, Kevin Nash, lui, va faire Diesel, j'aurais fait, je ne veux pas savoir, ouais. Je vais être surpris. Fait que non, c'était vraiment le fun. Puis évidemment, on a plus popé pour Diesel, mais Booker T aussi, surtout que c'était le premier arrivé des deux. Tu sais, Booker T est plus intéressant comme retour, mais Diesel, c'est parce que c'est. Tu vois dans. Ouais, puis tu vois dans la vieille tune, puis la nostalgie. Voilà. La nostalgie, là, il était pas meilleur dans le ring, c'est juste que. Puis en plus, c'était pas Punk puis Nexus en plus dans ce moment-là dans le ring. Booker T, ouais. Ouais, c'est ça, hein. Ouais. Fait que c'est ça, c'était bien le fun. Puis ça faisait 4 ans, là. Il était parti en 2000. Il est arrivé en 2007 à TNA. Puis là, on est en 2011. Fait qu'il a fait 2 ans à TNA. Puis il y a eu un 2 ans où il n'a rien fait pendant tout. Puis après ça, il est revenu à WWE au Rumble. Fait que bien intéressant. Des Rumble, comme tu dis. Il y a eu quelque chose avec Jerry Lawler aussi, me semble, entre ça. Là. Je pense que c'était vers la fin de son mandat à WWE, le premier. Là. Fait que, tu sais, Booker T est resté quand même de quoi? 2001 à 2007. Fait qu'il a fait un 6 ans. Il a fait bien des affaires en 6 ans avec la compagnie. Des affaires relevant, en fait. Ça paraît, des fois, on a l'impression qu'il reste 15-20 ans de place, mais en 6 ans, c'est un peu comme la carrière de Rock. Tu as l'impression qu'il a habité toute sa vie, mais il n'a pas été là longtemps, puis il a fait plein d'affaires. Là. Puis tu te souviens-tu, quand il a fait son retour en 2011-2012 à peu près, là, il y a une petite rivalité, Booker T, le monde, ça n'a pas été la rivalité la plus mémorable non plus, fait que je peux comprendre que ça passe un peu sous le radar. Là. Il a quand même fait une feud avec un jeune Cody Rhodes à l'époque. Ouais. Ben, il mettait des jeunes lutteurs over. Là. Ouais, c'est ça. Puis c'est comme genre un sore thumb, là, ça sort du lot. Mais non, c'est une rivalité qui était quand même le fun à l'époque, je me rappelle. C'était pas pour l'Intercontinental, ça? Je ne sais pas si c'était pour l'Intercontinental. Je pense que peut-être, mais je me souviens que c'était juste Booker T. Maintenant, il avait fait, il était panéliste et tout ça à l'époque. Il avait juste critiqué Cody Rhodes. Puis ils ont tourné ça en storyline. Ben, je sais pas si c'était. Au début, c'était une storyline à la base, là, mais ils ont tourné ça en storyline à TV. Puis Cody Rhodes avait attaqué Booker T. Puis il a fait un match à m'amener à pay-per-view que je ne me rappelle pas off the top of my head. Je pourrais checker tantôt. Là. Mais non, puis il avait fait un match contre Booker T. Je pense que c'est peut-être TLC, peut-être. Puis je pense que c'est Cody Rhodes qui avait gagné, mais Booker T a fait un bon match. Puis c'est évidemment Rhodes, on sait ce qui est arrivé après. Là. Il n'a pas resté à WWE pendant si longtemps que ça après ça. Mais ça donnait quand même un bon petit push à Cody Rhodes. Puis de travailler avec un vétéran même, ça l'a sûrement aidé pour qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Puis mais je suis pas mal certain à 100% que c'était pour l'Intercontinental. Tu checkeras si tu veux, là, mais je suis pas mal sûr. Après, on va retomber dans le. C'est ça, Booker T, General Manager, a poussé des jeunes. Il faisait un match une fois de temps en temps. Là, quand il avait besoin d'un vétéran, il était capable de faire un match parce que, comme on a dit, il se gardait en forme. Et si on peut y aller pour les honneurs individuels, Booker T a été nommé au Hall of Famer pas une fois, mais 2 fois, dont une fois tout seul et une autre fois en 2019 avec son frère Stevie Ray. Ça, c'est très cool parce que on peut dire ce qu'on veut de Stevie Ray, mais Harlem Heat a quand même fonctionné pendant des années. On était là? On était là, c'est vrai. On était là, ce Hall of Fame-là, 2019, juste avant que la pandémie, dans le temps que c'était le fun de la vie. C'était le fun pour aujourd'hui.
on shoot. Mais c'est ça, on était là. Puis on peut dire ce qu'on veut de Stevie Ray, mais si c'était pas de Stevie Ray, peut-être que dit à Booker T de venir s'entraîner avec pour faire des try-outs. Peut-être que Booker T, on le verra jamais. Fait que c'est Stevie Ray qui a convaincu Booker T d'y aller. Ouais. Puis c'est comme j'ai dit, c'était TLC qui a lutté contre Cody Rhodes. Puis Cody Rhodes avait gagné à TLC. Après ça, le 26 décembre à Raw, Booker T avait battu Cody Rhodes dans un combat non-title. Puis le 16 janvier 2012, à SmackDown, Booker T avait challengé pour être intercontinental, puis il avait perdu. Puis c'est là contre que Rhodes? Ouais, évidemment, contre Rhodes, le rematch, là, parce qu'il avait piné le champion dans un non-title match. Il avait dit que c'était le WWE Logic. Là. Mais non, puis évidemment, c'est là que ça terminait avec les rivalités avec Cody Rhodes et Booker T. C'était-tu Dashing Cody dans ce temps-là? Ouais, hein? Je pense que oui. Non, je pense que c'était après son face mask, là, quand il mettait des masques à la tête du monde, des sacs d'épicerie à la tête du monde. Là. Wow, OK. Ouais. Parfait. Il y a eu 3 Cody Rhodes, hein. Il y a eu Dashing, il y a eu le Grotesque, aussi, là. Mais il s'est fait pétiner par Rey Mysterio. Après ça, il avait le face mask. Puis après ça, il était beau, mais il mettait les sacs il donnait ça au monde, puis il mettait les sacs d'épicerie dans la tête du monde dans la foule. Exact. Donc, évidemment, Booker T qui est renommé pour son spinner Rudy, son divertissement, son franc-parler aussi, parce qu'il n'a pas la langue dans sa poche. Évidemment, aujourd'hui, on le voit comme analyste dans les pre-shows des pay-per-view, je devrais dire les PLE de la WWE. Et évidemment, il y a son école de lutte avec son frère Stevie Ray au Texas. D'ailleurs, c'est eux autres qui ont entraîné les Usos et plusieurs autres talents. Donc, c'est très intéressant. C'est lui qu'il faut que je blâme, ça veut dire? C'est lui qu'il faut que tu blâmes pour l'excellente équipe. Fait que c'est ce qui fait le tour de la carrière de lutteur de Booker T. Crime, ça a été plus long que je pensais. C'est vrai qu'il y en a fait des affaires quand même. Ouais, une bonne heure et demie déjà de fait. C'est correct. Si vous avez de la route à faire, écoutez ça. Ouais, comme toi. Moi, je ne vais pas m'écouter. Je déteste m'écouter. Non, mais la route, tu parles pas de t'écouter. Ouais, moi, j'écoute d'autres bons podcasts et de bons podcasts anglophones aussi. Oui, il y en a ça. Ouais. Je salue mes. Donc, c'est ça, Booker T qui termine quasiment notre mois WCW parce qu'il reste un autre rétro review, mon cher. Semaine prochaine, ben là, pas tout de suite, on parle pas de ça. Tu veux pas faire d'habitude, tu dis pas Booker T se place où dans votre échiquier des lutteurs avec votre. OK. Booker T, on va y aller comme ça, mon cher TJ. OK, parfait. Est-ce que Booker T est dans ton top 5 de la WCW en single star? Oui. Il est où dans ton échiquier? 4e, 5e, là. OK, parfait. Là, on parle de WCW. Jericho, Benoit, Guerrero, là, pas mal eux autres, les tops du top, là. Pas à mon avis. Ouais. Ah ouais? Après ça, je te dirais Booker T, puis comme 5e, je te dirais genre Rey Mysterio. T'as pas de Sting, t'as pas de DDP dans ton. Ben, moi, je parle lutteur, là. Je parle pas. Non, moi, je te parle de. Ouais, non, j'aimais mieux eux autres que Sting. Oui, j'aimais Sting, mais j'ai jamais été un super grand fan de Sting. Là. Je l'appréciais, mais j'étais plus un fan des lutteurs, là, comme les Benoit, Jericho et tout ça. Là. Parfait. Moi, je trouve que c'est une. En tout cas, pour notre époque, qu'on a écouté la WCW, moi, je trouve que t'as Booker T, t'as DDP, t'as Ric Flair, t'as Sting, puis t'as la NW. Ouais, Goldberg, NWO, là, c'est pas mal un package, là, mais. Sinon, Dusty pour les plus vieux. Là. Ouais, c'est ça. Mais il est dur à situer un peu. Mm-hmm. Je trouve que. Non, il est meilleur. Je pense qu'il est meilleur que DDP. Dans le sens, pas lutteur, mais. Parce que DDP a marqué beaucoup quand même. Mais Booker T est en avant de DDP, for sure. Ça, c'est sûr. Ouais. Je pense que Sting est en avant de loin de Booker T aussi. Ric Flair, évidemment, c'est quasiment le top de WCW, là, selon moi. Mais tu as le Hogan NWO. NWO, à part parce que l'impact qu'ils ont fait, je pense que Booker T mérite d'être en avant de Hall et Nash, là, selon moi. Okay. Ouais. Mais il est dur à placer. Puis dans mon tag team, mais ça, je te l'ai dit, les Steiner,
Booker Harlem T, Heat après. Harlem Heat, puis c'est pas mal ça. Là. Les Steiner passent avant Harlem Heat, mais quoique j'étais plus un fan des Steiner Brothers à WWE, WWF. Ouais. Même s'ils n'ont pas été longtemps, je pense que c'est 2 ans en équipe là-bas. Ouais, à peu près. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est une star sous-estimée, Booker T. Je pense qu'on voit beaucoup plus le personnage. On voit plus son côté charismatique, mais on oublie souvent son côté lutteur. Je pense que c'est comme ça que je le vois, moi. Ouais. Un bon travaillant, très divertissant. Ouais. Fait que OL King Booker. Très content d'avoir fait Booker T. Biographie qu'on va dire que tu avais choisie. Oui, ben oui. Je me suis dit pourquoi pas. En plus, tu sais, oui, on aurait pu prendre Sting là, ou un gars de même, mais je voulais un gars qui a fait beaucoup des deux. Là. Beaucoup de WWE puis beaucoup de WCW. Fait que je trouve que Booker T, c'était un candidat parfait pour le mois WCW. Et un champion partout où il est passé. Que ce soit Tag Team, US, TV, Intercontinental et champion du monde. Seulement une fois WWF, mais, c'est tout un règne, par exemple. Oui, en effet. Ben c'est ça. C'est ce qui termine Booker T, biographie. Donc, il nous reste, comme je disais, une semaine à notre mois de la WCW et ça va se passer samedi prochain, mon cher TJ. Mais avant, qu'est-ce qui va se passer à partir de dimanche jusqu'à samedi? Parce qu'il y a une grosse semaine au podcast qui arrive. Donc, ça veut dire beaucoup de job. Oui, en effet. Fait que, oui, beaucoup de job, hein? Fait qu'on évidemment, on a ça dimanche dans la journée. On a une séance de dédicace avec Billy D de Axe Demolition et Smash Superstar au Firehouse avec Joe McCarthy et Firestorm, eux autres mêmes, en personne. Fait qu'on va être là la journée. En fond, au début, je pense à 11h30, si je ne me trompe pas. À 11h30, il va y avoir. Non, je ne me trompe pas, merci. Il va y avoir la dédicace online de Axe. Mais après ça, je pense de 2h à 3h, si je ne me trompe pas. Jusqu'à 2h, tu te trompes. Là. Ah, ok, désolé. Ça ne va pas être parfait. Hein? Pas loin, mais pas parfait. Jusqu'à 2h30 environ. Oui, fait qu'on va être là en personne. Vous allez pouvoir nous voir dans le Firehouse. Fait que si vous avez plus de détails là-dessus, allez voir le lien qu'on met dans la description de la LWA. Sinon, ils sont sur Facebook, ils sont faciles à trouver. Juste marquez Live Wrestling Auction dans votre search bar et vous allez les trouver facilement. Puis après ça, on se dirige à Mirabel, pas pour pogner l'avion. Là. Ouais. Non, pas pour l'avion, mais pour aller au Simmania 1, le show de Marc Blondin, l'événement spectaculaire qui va avoir à l'entité de Mirabel. Mais pas seulement le spectacle, mais avant le spectacle, on a le podcast spécial en direct de là-bas. Fait qu'on va avoir beaucoup d'invités spéciaux. On va avoir évidemment Blondin lui-même et Axe Demolition. Et d'autres surprises qu'on va dévoiler un coup que le podcast va sortir. Ce qui devrait être dimanche soir, je ne me trompe pas. Écoute, on a un podcast en direct de Simmania, probablement la même journée ou sinon le lendemain. Le lendemain, vous avez notre 2K22 sur YouTube. Après ça, mercredi, vous avez un spécial à travers la table. Ça va être un spécial documentaire qui a été fait en direct du Firehouse et d'autres petites surprises pendant la fin de semaine. Et samedi prochain, on revient avec la WCW Retro Review et Slamboree 98. Fait que, c'est chargé la prochaine semaine. Puis évidemment, pour rien manquer, suivez-nous sur Facebook, Instagram et bien sûr aussi allez voir sur TikTok, sur bientôt Twitch. Puis aussi, bientôt, on va ressortir la fameuse série Entre deux collections qu'on va remettre. Puis moi, je vais faire que je cherche livre dans mes affaires parce que je ne sais plus quoi montrer. Tandis que l'autre bord, je pense que lui, il a trop d'affaires à montrer. Je m'en ça le coup, on prend semblant que c'est à moi. Fait que bientôt, on va mettre ça sur YouTube. Puis évidemment, abonnez-vous sur YouTube. Hein, on est à 276 abonnés au moment d'enregistrer le podcast. Puis on en veut plus. On veut 1 million d'abonnés. Fait que cliquez sur la petite cloche. Ouais, cliquez sur la cloche, ça va vous dire quand on sort nos trucs. Puis on en sort 1 à 2 fois par semaine. Quasiment tous les semaines. Il y a 2-3 semaines au mois de décembre janvier qu'on prend off. Puis après ça, on est là. Puis on vous prépare toute une année 2023. Quoi? On prend off d'enregistrer. On ne prend pas off de travailler sur le podcast. Là. Non, c'est ça. Cette année, je pense qu'on verra. Là. On verra, on n'est pas rendu là encore. Ouais. Fait que merci TJ de m'avoir accompagné dans cette biographie. Et de rien, je te laisse.
Ça, c'est pas gentil. Je te Ben, laisse c'est le parce que mot de la Booker T, fin, c'est pas moi. le mot de la fin habituel. Oui, fait que merci à toi, Marco, aussi, d'avoir fait le podcast, le beau review, la belle bio, pardon, que tu as fait sur Booker T. All hail King Booker. Et pour vous, all hail nous autres, Hariba!